Mais juste à ce moment-là, une voix soudaine derrière lui le fit hésiter à continuer. « Qu'est-ce que tu fais ici ? Où est passée la nourrice de Poméranie ?» La personne qui y est venue était Osiris, le fils aîné d'Hugo. L'interruption du plan fit grincer des dents Andromalius de rage, après tout, à ce stade. Il ne pouvait pas encore révéler son identité démoniaque. « Je ne sais pas où est passée la nourrice, j'ai seulement vu Poméranie seule ici quand je suis arrivé. Alors j'ai pris le relais pour m'occuper d'elle. » Osiris n'a pas continué à insister, mais a sérieusement rappelé à son jeune frère, Père Adi. À part lui et frère Vikir, personne d'autre n'est autorisé à rester près de Poméranie trop longtemps. Je peux faire comme si je n'avais rien vu cette fois. Toi, tu devrais te dépêcher de rentrer et de te reposer. En entendant cela, Andromalius afficha un sourire bienveillant. Mais dans son cœur, il l'avait déjà maudit d'innombrables fois. Un jour, je te tuerai, c'est certain. Osiris sentit que son frère était quelque peu rancunier de son ingérence, alors la seconde suivante, il attrapa directement son épaule. « Je suis juste inquiet que tu te surmènes. Tu peux toujours venir me voir si tu as besoin d'aide. » À ce moment-là, les souvenirs longtemps scellés de Seth se sont réveillés, affectant même l'esprit du démon. Il trouva les paroles d'Osiris absolument répugnantes. Quand ils étaient jeunes, Osiris s'était toujours démarqué devant leur père, ce qui avait amené Seth à être constamment comparé à lui. « Si ce n'était pas pour toi, je ne me serais jamais senti aussi défavorisé à d'entretenir des sentiments d'infériorité. » Voyant l'expression de son frère devenir de plus en plus mauvaise, Osiris demanda à nouveau avec inquiétude. « Frère, tu ne te sens pas bien ? Veux-tu que je t'aide à te rendre dans ta chambre pour te reposer ?» Andromalius le repoussa et se tourna pour partir. « Pas besoin, grand frère, j'apprécie ta gentillesse. Je devrais me dépêcher de rentrer et de prendre soin de moi. » En entendant cela, Osiris serra les poings nerveusement. Parce que c'était la première fois qu'il avait ouvertement exprimé son inquiétude pour son frère Runtan, qu'héritier principal de la famille Baskerville. Il avait montré un grand talent à l'escrime dès son plus jeune âge, et Hugo avait de grands espoirs pour lui, amenant Osiris à toujours vivre dans l'ombre d'Hugo. Maintenant, face au retour de Poméranie, Hugo pleura des larmes de joie. Avec cela, Osiris pensa qu'il devrait aussi essayer d'exprimer les émotions en lui. « Merci, Poméranie, ton arrivée a changé la situation actuelle de la famille. » Le temps passa rapidement, et, à ce moment, Andrew Mélias tapait du pied de rage à l'intérieur de la grotte. Son irritation était si grande qu'il ne pouvait même pas apprécier. Manger de délicieux enfants. Après ce jour, Hugo a été constamment aux côtés de Poméranie, rendant impossible pour lui de dévorer Poméranie. Zut! Ce maudit Osiris, tu sais que tu as ruiné plus d'une décennie de mes efforts. Mais après réflexion, Andromalius sentit aussi qu'il n'y avait pas besoin d'être trop anxieux. Après tout, la puissance magique nécessaire pour ouvrir la porte entre les mondes humains et démoniaques était encore insuffisante. Il sera plus efficace de tuer Poméranie quand Hugo l'aimera encore plus. Comment vais-je tuer Poméranie quand ce moment viendra ? Devrais-je lui donner du poison et faire croire qu'elle est morte de maladie comme Roxana, ou devrais-je utiliser les barbares ? Comme je l'ai fait avec Pénélope ? Non, cette fois, j'ai tué Poméranie d'une manière bien plus brutale. Mais ce qu'Andromalius ne savait pas, c'est qu'à ce moment-là, j'étais venu à l'extérieur de la grotte où il se cachait. Voyant la barrière scellée, à l'entrée de la grotte, j'ai sans vergogne utilisé Belzébuth pour trancher la surface de la barrière, exposant un grand trou. À un même moment, Andromalius venait de rire comme un maniaque sentit soudain que quelque chose n'allait pas. Il sentit que la barrière qu'il avait mise en place s'était percée et que quelqu'un d'une force inconnue avait fait irruption. La seconde suivante. Je suis sorti du tunnel sombre. En voyant cela, Andromalius était complètement déconcerté. Il ne pouvait pas croire que j'étais capable de briser sa barrière. Après tout, dans son esprit, je n'étais qu'un faible QI, n'avait atteint que le 4e niveau d'épée. Frère Seth, je suis venu en réponse à ton invitation. Tu ne la peux, être pas remarqué, mais je te suis depuis un moment. Pourtant, je ne m'attendais pas à ce que ta résidence soit si éloignée et cachée. Que faisais-tu dans un endroit aussi sinistre ? On dirait que tu es le démon responsable de l'incident des enfants disparus dans la ville d'Underdog. En entendant cela, Andromalius ne s'est pas mis en colère, mais a ri à la place, et ensuite il a immédiatement demandé comment je l'avais découvert. Alors tu n'essaies même pas de cacher ta présence, espèce de bâtard de démon ? Eh bien, il n'y a aucune raison de. Je ne sais pas ce qui t'a donné la confiance de venir ici seul sans même une arme. Mais tout cela se termine une fois que je t'aurai tué. Après avoir parlé, Andromalius a balancé son épée dans une large entaille. Puis il a affiché un sourire méchant. Cependant, la seconde suivante, il est resté là, stupéfait parce que j'avais coupé sa main. À un moment où Andromalius est tombé à genoux, il a crié de douleur, se demandant comment j'avais obtenu une arme. La douleur qu'il ressentait n'était pas seulement physique.
C'était comme eux si son âme même avait été coupée aussi. La seule chose à laquelle il pouvait penser était l'épée de la gourmandise, Belzébuth. Il m'a ensuite interrogé. Comment as-tu les restes de l'ancienne constellation de démons, mouche gloutonne? En effet, haine, tante que démons, vous connaissez le mieux les démons. Comment aurais-tu pu deviner cela? Oui, quant à savoir comment je l'ai eu, tu n'as pas besoin de le savoir. Ensuite, j'ai également dévoilé la conspiration d'Andromalus. Je sais que tu es l'un des 10 cadavres d'élite occupant le corps de mon frère pour ouvrir la porte entre le monde humain et le monde démoniaque. Cela amena Andromalus à se demander si j'étais vraiment humain, mais il écarta rapidement cette idée car il sentait que j'avais tué d'innombrables membres de son espèce démoniaque. Mes yeux émettaient une intention meurtrière terrifiante. Maintenant, devant moi se tenait le principal coupable qui m'avait piégé pour des crimes dans ma vie passée, prétendant être bon, me trompant et conduisant finalement Hugo à m'envoyer à la guillotine. Démon, n'ose même pas penser à mourir paisiblement. Avant ma régression, la destruction s'est abattue sur le monde. La porte qui reliait le royaume des démons et le royaume des humains est apparue dans le ciel lorsque les démons ont commencé à envahir. Nous avons appelé cela la chute. Ceux qui ont ouvert la porte étaient les 10 démons de haut rang, qui sont arrivés les premiers sur Terre, les 10 cadavres d'élite pendant la longue guerre contre les démons. J'en ai rencontré un. Le résultat fut désastreux. Sur les 671 personnes qui ont rejoint la bataille, 666 sont mortes. Sur les 5 survivants, 4 avaient perdu connaissance, pratiquement un seul survivant. La raison pour laquelle il y avait un survivant était que le démon voulait égaler le nombre 666. Maintenant, plus d'une décennie avant que l'ère de l'extinction ne commence, j'aurais pensé que je rencontrerais l'un d'eux. À ce moment, en voyant les squelettes des enfants à proximité, la colère accumulée de ma vie passée a atteint son apogée en un instant. En revanche, Andromalus a dit avec un sourire suffisant, « Ne me dis pas que tu veux venger les enfants qui ne sont plus que des os sur le sol. Ils sont morts. Ils sont tous vivants et en bonne santé à l'intérieur de mon estomac. » Après avoir dit cela, chaque doigt de la main gauche d'Andromalus s'est transformé en partie du corps d'un enfant et, en même temps, des sons d'enfants jouant et riant pouvaient être entendus, mais la seconde suivante, ces sons se sont transformés en pleurs et en lutte. « Frère, sauve-nous vite, nous voulons vraiment rentrer à la maison, notre maman et notre papa nous manquent. » En entendant cela, j'ai de nouveau balancé Beelzébub, tranchant son autre bras. À ce moment, Andromalus s'est agenouillé sur le sol, hurlant de douleur et affichant une expression comme si la mort était imminente, mais en moins d'une demi-seconde. Ses bras ont repoussé et il me les a montrés avec ostentation. Régénération complète. Puis Andromalus s'est levé et a dit « Je sais que toi, comme moi, as caché beaucoup de choses au sein de la famille Baskerville, même l'épée d'Osiris. Génius n'a atteint que le rang de diplômé moyen à l'âge de 30 ans, mais tu l'as parfaitement surpassé à 10 à 7 ans. Si tu possédais Beelzébub, la probabilité que tu deviennes l'humain le plus dangereux pour notre espèce dans le futur est très élevée, donc je dois te tuer ici. C'est toi qui vas mourir. » Ceci dit, nous n'avons plus gaspillé de mots, tirant de la première à la 4e technique d'épée de Baskerville. Nous avons commencé à nous affronter avec des énergies d'épée, mais comme aucun des deux camps n'a pris l'avantage, Andromalus était confiant dans la victoire. La raison remonte aux distinctions entre les lignées directes, collatérales, et illégitimes de la famille Baskerville. Étant de la lignée directe, il était capable d'apprendre jusqu'à la 6e technique d'épée. Mais c'est différent pour les lignées collatérales et illégitimes. Selon les règles d'Hugo, il ne pouvait apprendre que jusqu'à la 4e technique d'épée. En d'autres termes, Andromalus n'avait qu'à utiliser la 6e technique d'épée pour sûrement me faire tomber au sol. Cependant, il ne s'attendait pas à ce que je contre-attaque avec la même technique. Mais Andromalus s'en fichait. Il avait déjà deviné que j'avais caché ma véritable force pendant le grand banquet. Alors que nous continuions à nous affronter avec des énergies d'épée, une mèche des cheveux d'Andromalus s'est soudainement transformée en une autre épée. Soudain, Andromalus s'est précipité rapidement vers mes yeux. En voyant cela, je n'ai ressenti aucune peur. Après tout, devant ma 7e technique d'épée, Andromalus n'est rien. Après que mon énergie d'épée ait traversé le corps d'Andromalus, je ne lui ai pas laissé le temps de reprendre son souffle. J'ai de nouveau balancé mon épée, frappant avec la 7e technique d'épée. À ce moment, mon épée a transpercé le corps d'Andromalus. Les démons pensent qu'ils sont au-dessus des humains et les méprisent. Tromper les démons à grosse tête est un jeu d'enfant. Même les héros qui ont fermé la porte et mis fin à la chute n'ont pas pu trouver les 10 cadavres d'élite pour les punir. Mais c'est différent maintenant. La chute n'a pas encore commencé, et les 10 cadavres d'élite manquent de pouvoir. Ils se cachent tous. Si c'est maintenant, c'est peut être possible. Puis, chuchotant près de l'oreille d'Andromalus.
J'ai dit, je sais qu'il y a 9 autres démons comme toi. Votre plan est d'ouvrir la porte entre les mondes humains et démoniaques. Mais si je te tue, toi et les autres, ruinant ce plan, est-ce que je me sentirais un peu soulagé? À ce moment, Andromalus ne faisait plus semblant d'avoir peur. Il tremblait vraiment de tous ses membres à cause de mes mots, pensant que pour la première fois, il ressentait de la peur envers un humain. Andromalus était tellement en colère qu'il avait l'impression que ses poumons allaient exploser. Avec un rugissement de sa part, une pression terrifiante a instantanément émané de son corps. En voyant cela, je me suis immédiatement retiré pour esquiver. Mais ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que le sang qui est apparu s'est transformé en une forme sphérique solide. Avant que je puisse réfléchir à ce que cette chose était réellement, la véritable forme d'Andromalus a lentement émergé de celle-ci. Tu penses que moi, Andromalus, révélerais ma véritable forme à un simple humain? J'avoue que je suis surpris par ta force inattendue, mais ne pense pas une seconde que tu peux me vaincre complètement avec ça. Les doigts d'Andromalus se sont transformés en mamba avec des gueules béantes. Et dans la seconde suivante, ils attaquent simultanément des points de mon corps qui pourraient infliger des blessures mortelles. Voyant cela, j'ai répondu à nouveau avec la 7e technique d'épée sous mon énergie d'épée. Les corps réels des mambas n'ont pas pu résister à la force, mais Andromalus riait toujours d'un air moqueur. Vas-y, découpe-moi, et après avoir fini, je vais juste en produire un autre lot, à mon insu, alors que je me concentrais sur l'esquive. Les attaques connectées, Andromalus a ordonné à un serpent de lancer une attaque sournoise par derrière. La seconde suivante, mon épaule a été violemment mordue par le mamba sans hésitation. Je l'ai rapidement abattu. Voyant cela, Andromalus a laissé échapper un sourire sinistre et m'a dit qu'il avait gagné ce duel. Mais je possédais le venin mortel de Madame Huitpattes et un corps de fer naturellement. Je n'ai pas peur des dégâts que cette chose peut me faire, cependant, alors qu'il agitait sa main avec emphase, une bouche a poussé sur sa main. À ce moment-là, j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas. J'ai vu du sang jaillir continuellement de ma blessure. Et ce sang était continuellement absorbé par la bouche sur la main d'Andromalus. C'est son pouvoir spécial. Manipulant le sang contre tout être vivant, il est absolument invincible tant qu'il y a des êtres vivants blessés autour de lui. Je peux extraire du sang à l'infini pour atteindre l'immortalité. Ensuite, Andromalus m'a gentiment rappelé que la prochaine fois, je drainerai tout le sang de ton corps. Et tu mourras dans une lutte atroce, mon cher frère, mais à ce moment-là. Voyant mon corps se vider progressivement, j'ai exceptionnellement montré un sourire moqueur à mon ennemi. Voyant cela, Andromalus pensait que je vivais une dépression mentale alors que la mort approchait. En entendant cela, j'ai commencé à le narguer en retour. Alors c'est ce que le démon haut et puissant pense. C'est drôle de te voir t'amuser alors que tu ne sais même pas ce que tu absorbes. Où Andromalus a pu réagir, il a immédiatement craché une grande quantité de vieux sang, puis il a senti son pouvoir magique et sa force. Être drainé comme aspiré. C'est impossible. Le sang humain ne peut pas me blesser. Dis-moi comment as-tu réussi à faire ça? Je n'étais pas avare et j'ai décidé de montrer à Andromalus. J'ai ouvert l'artère principale de mon poignet. Au moment où mon sang a touché le sol s'est instantanément corrodé et est devenu noir. Andromalus réalisa alors que mon propre sang était hautement toxique, mais dans sa mémoire. Les seuls poisons qui pouvaient lui nuire provenaient de Madame Huitpattes vivant dans la forêt profonde, du serpent à 9 têtes, qui vit au pays des Titans et de la grande méduse des profondeurs de la mer Noire. Et aucune autre créature n'existait, mais ce qui le terrifiait encore plus, c'était que devant lui. J'ai démontré la capacité de régénération ultra rapide que j'ai acquise de la salamandre des marais alors que le poison de Madame Huitpattes s'est répandu dans tout le corps d'Andromalus. La douleur intense l'a fait fracasser ses mains contre le sol de manière incontrôlable. Voyant cela, j'ai raillé. Qu'est-ce qui ne va pas? Boire du sang humain n'est-il pas ta chose préférée? Viens boire le mien. Je vais certainement t'en donner assez pour te remplir, comme je le pensais. Le poison de Madame fonctionne sur les 10 cadavres d'élite, mais son efficacité dépend de leur force car ils ne se sont pas encore complètement rétablis à ce moment-là. J'ai également confirmé quelque chose de crucial, ayant maîtrisé la 7e technique d'épée de Baskerville. Et possédant l'Elzévir, anéantir les 10 cadavres d'élite de cette période n'est qu'une question de temps pour moi. Au même moment, Andromalus savait profondément qu'il pourrait être vaincu, alors il a immédiatement levé le sceau sur la barrière. À l'extérieur de la grotte, après tout, le maintien de cet état consommait une grande partie de son pouvoir magique. Quant à la priorité à portée de main, il s'agissait de concentrer le pouvoir magique et de survivre le plus longtemps possible. Faire savoir aux autres démons cachés dans le monde humain qu'il y a un monstre parmi les humains. Ils doivent prendre cela au sérieux maintenant, alors que je me demandais pourquoi Andromalus lèverait la barrière. D'innombrables gouttelettes d'eau sont soudainement apparues derrière moi, se coalescent progressivement en une énorme sphère.
Et la sphère initialement claire et transparente a été rapidement recouverte de sang en peu de temps. Cela pourrait-il être un autre pouvoir terrifiant d'Andromalius? Transformer l'eau à proximité en sang absorbable. En effet, les 10 cadavres ne doivent pas être sous-estimés, juste pour être en sécurité. J'ai de nouveau attrapé ma propre artère principale, et j'y ai ajouté du venin tout en rappelant délibérément à Andromalius. Si tu ne veux pas accélérer la corrosion à l'intérieur de ton corps, tu ne voudras être pas absorber ce sang. Mais après avoir entendu cela, Andromalius a laissé échapper un sourire sinistre. L'eau ne peut naturellement pas lui donner la vie infinie. Comme le sang essentiel, mais elle a un autre effet puissant et étrange immédiatement après. Andromalius a appelé à voix basse, « Levez-vous, mes chevaliers de sang ». Soudain, les gouttelettes d'eau planant dans les airs ont commencé à tomber, et au moment où elles ont touché le sol, des chevaliers, formés de sang coagulé, sont apparus devant mes yeux. Dans la seconde suivante, j'étais complètement entouré par d'innombrables chevaliers de sang, sans aucun angle découvert. Pendant ce temps, Andromalius m'a dit que ces chevaliers de sang faits de sang peuvent utiliser la 6e technique de Baskerville, qu'il avait apprise. Même si je peux utiliser la 7e technique, je ne peux sûrement pas aller contre tous. Je vais te tuer, puis tuer tous ceux que tu aimes. Je vais te faire regretter de nous avoir affrontés, les 10 cadavres. Quant à moi, sachant que je n'avais aucune garantie de gagner, j'ai décidé d'utiliser mon dernier recours. Cet atout, je l'avais obtenu d'Hugo. C'était un sifflet qui pouvait commander tous les chiens, y compris Hugo et ceux de la ville principale. J'ai montré le sifflet à Andromalius et j'ai dit, « Après t'être caché à Baskerville pendant si longtemps, tu devrais connaître ce sifflet, non ?» Bien sûr, en le voyant, l'expression d'Andromalius a commencé à paniquer. Son visage s'est mis à transpirer à grosses gouttes, rempli de malaise. Quant à moi, j'ai soufflé dans le sifflet de toutes mes forces. Le son a rapidement jailli de la grotte, atteignant Hugo et les autres. Ils attendaient au loin de recevoir leurs ordres, et mon premier ordre à Hugo fut de frapper la montagne où se trouvait Andromalius. De toutes ses forces. Pendant ce temps, de l'autre côté, sentant le danger, Andromalius a donné un ordre urgent, « Tuez-le rapidement ». Mais face au chevalier de sang sur le point de me frapper de près, je n'ai ressenti aucune peur. Au lieu de cela, j'ai calmement attendu que le premier ordre soit exécuté. La seconde suivante, j'ai vu la montagne derrière moi se fendre en deux par une formidable énergie d'épée. Les chevaliers de sang qui ont été touchés se sont également transformés en poussière dans l'air en un instant. Puis est venu le deuxième ordre, tous les chiens ont attaqué la montagne pour la mettre à nu. En voyant cela, les jambes d'Andromalius se sont dérobées, car juste au-dessus de sa tête, la moitié de la montagne avait disparu. Je me demandais pourquoi tu avais demandé à emprunter le pouvoir de contrôler tout Baskerville. Donc c'était pour chasser un démon. Comme on pouvait s'y attendre de mon fils. À ce moment-là, Andromalius n'en croyait pas ses yeux. Tous les Baskerville étaient présents. Puis Hugo a agité la main et a dit, « Pour les 6 prochaines heures, je déclare que Kirvan Baskerville, le possesseur du sifflet, aura le commandement total de toute notre force. » En entendant cela, j'ai ordonné à tout le monde de le mettre en pièces. Immédiatement après, les chiens ont attaqué Andromalius tous en même temps. Pendant qu'ils attaquaient continuellement Andromalius, je leur ai rappelé, ce démon a le pouvoir d'aspirer le sang et de se régénérer avec la magie. Quiconque est blessé doit sauter dans la rivière empoisonnée à proximité. Nous ne pouvons pas aider le démon. Donc, à tous les chiens, vous n'êtes pas autorisés à avoir une seule égratignure. Pendant ce temps, mes 2 oncles, observant d'en haut, ont également donné leur approbation. Vraiment digne d'être mon neveu, comprenant parfaitement comment stimuler le bloc moral des chiens. Hugo, grand frère, je ne savais pas que mon neveu était si doué pour diriger. Mais Hugo n'a pas prêté attention à leurs paroles. Ce qui l'inquiétait, c'était pourquoi il n'avait pas remarqué que même son propre fils Seth était devenu un démon. D'un autre côté, Andromalius résistait et se débattait toujours désespérément, espérant avoir la moindre chance d'échapper au siège. Dans le passé, les seuls qu'il craignait étaient Hugo, les 7 commandants et Osiris. Mais maintenant, non seulement un nouveau venu puissant comme Fakir avait émergé, mais même les essaims de soldats de rang inférieur qui se joignaient au combat rendaient presque impossible pour lui de se défendre. À ce moment-là, Andromalius réalisa que son pouvoir magique s'amenuisait. Et s'il était complètement épuisé, il n'aurait même pas la chance d'implorer la pitié, et encore moins de s'échapper. Il a donc décidé de placer son dernier espoir en Osiris. Immédiatement, il m'a crié, « Peux-tu me donner une chance de négocier ? Si tu acceptes d'épargner ma vie, je jure que je vais immédiatement sortir du corps de Seth, tout de suite. » En entendant cela, j'ai réprimé mes émotions, et j'ai murmuré, « Tais-toi. Ne suppose pas que nous tous, les Baskerville, sommes des idiots qui ne savent qu'utiliser des épées. Notre intelligence dépasse de loin ce que vous, les démons, pouvez imaginer.
En fait, Andromalius avait déjà anticipé ce résultat. Il ne faisait que suivre la procédure. Il ne plaçait aucun espoir en moi. Puis, la seconde suivante, Andromalius a soudainement supplié vers le ciel. Osiris, qu'est-ce que tu crois? Tu ne vas pas les laisser tuer. Ton jeune frère qui t'a suivi, ou quoi? Si Andromalius avait deviné correctement, Osiris, qui était habituellement le plus impitoyable des descendants, était en réalité une personne au cœur tendre et fragile. S'il pouvait atteindre le fond du cœur d'Osiris, il pourrait avoir une chance d'être épargné. Après avoir entendu cela, Osiris n'a pas répondu immédiatement, et voyant un changement dans ses émotions, je lui ai rappelé « S'il te plaît, ne te laisse pas berner. » Le démon ment. Osiris est resté silencieux et a simplement continué à marcher vers Andromalius, s'arrêtant juste devant lui. Si l'âme de Seth est vraiment encore là, dis-tu que je peux encore l'aider? Pendant ce temps, Andromalius a révélé un sourire narquois et sinistre. Au moment où il a relevé la tête, il a transformé son visage en celui de Seth. Grand frère, je suis vraiment encore vivant. Je suis vraiment désolé, je n'aurais pas dû conclure un pacte avec les démons. Juste pour devenir plus fort. Pendant toutes ces années où Père m'évaluait, j'étais submergé de culpabilité. Pourquoi y a-t-il une si grande différence de talent et de capacité entre nous, même si nous partageons la même lignée? Je regrette d'avoir vendu mon âme aux démons, Osiris. S'il te plaît, donne-moi une chance de me racheter. Mais il ne savait pas qu'au moment où Andromalius a fini de parler, il a été accueilli par le coup le plus impitoyable et le plus puissant d'Osiris. Seth, pense que c'est la seule chose que je puisse faire pour toi. Cela me laisse un sentiment amer. Je lui ai dit de ne pas s'en vouloir, car tout ce qui venait de se passer n'était qu'un rusé, tour joué par les démons. Cependant, Osiris ne pouvait naturellement pas. Il ne pouvait pas se débarrasser de la culpabilité de l'approche du démon. Seth l'aurait fait exprès s'il avait pris soin de Seth correctement quand ils étaient plus jeunes. Peut-être que les choses ne se seraient pas terminées comme ça. Il était encore trop tôt pour pleurer la corruption et la mort d'un parent de sang. Il ne s'attendait pas à ce que ces démons maudits aient fait autant de mal à l'avenir de la famille Baskerville. En tant que premier héritier, il avait profondément honte de ne pas avoir agi plus tôt pour l'arrêter. Mais juste à ce moment-là, quelqu'un derrière nous a soudainement crié avec anxiété « Regardez le ciel !» La tête de ce démon a fait pousser des ailes et s'envole, voyant qu'il était dans une position sûre où il ne pouvait pas être atteint par des attaques. Andromalius a ri moqueusement « Vous n'êtes qu'une bande de chiens stupides, l'ouverture de la porte pourrait être retardée. Mais le résultat de votre disparition ne pourra jamais être changé. Mes frères feront mieux, attendez juste. Je vais bientôt récupérer mon corps et revenir vous chercher. » En voyant cela, je voulais faire quelque chose, mais je me sentais impuissant. Étant donné la position actuelle d'Andromalius, même avec l'Elzabob, je ne pouvais pas être sûr de pouvoir le toucher. Mais ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est qu'Hugo dise soudainement. Je t'ai appris qu'un épéiste ne doit jamais montrer son dos. Mon fils, ce qui a inexplicablement fait ressentir de la peur à Andromalius. Qu'est-ce que ce sentiment? Je suis certain que Seth est complètement mort, alors pourquoi est-ce que je ressens encore la peur que Seth ressent envers Hugo? Au même moment, toi, Hugo, tu dégageais une intention meurtrière accablante au moment où Hugo a posé sa main sur la garde de l'épée. Tout le monde autour a retenu son souffle car il était bien connu qu'il n'avait jamais révélé toute sa puissance. Depuis l'unification de l'Empire, il a balancé son épée derrière lui, et, quand rien ne semblait se passer. Andromalius était confus, il s'est moqué d'Hugo, ignorant que les nuages au-dessus de sa tête s'étaient rassemblés en plusieurs marques d'épée. Dans la seconde suivante, une puissante rafale de vent a balayé les environs. Quant à Andromalius, il a été clairement frappé par les marques d'épée d'Hugo. Une fois l'attaque terminée, les nuages spéciaux dans le ciel se sont rapidement dissipés. Et Andromalius s'est brisé en poussière dans l'air. Il n'y avait aucun doute à ce sujet, j'étais terrifié par la technique d'épée d'Hugo. Est-ce la véritable puissance d'un maître d'épée? Quelques jours plus tard, tous les civils de la ville principale de Baskerville se sont réunis pour discuter de l'annonce importante récemment faite par Hugo. Informations sur l'enquête et l'indemnisation concernant l'affaire des enfants disparus dans les territoires de Baskerville. Pour les parents qui avaient perdu leurs enfants, c'était un moment de soulagement jusqu'à ce qu'ils voient que le cerveau. Derrière les enlèvements était le deuxième fils de la famille Baskerville, peu de temps après la naissance de Seth. Mère Nut a été accusée d'avoir empoisonné un serpent dans la chambre du nouveau-né, accusée d'avoir empoisonné la première. Lady Roxana accusée d'avoir divulgué des informations aux tribus barbares qui ont conduit à l'enlèvement de Pénélope. Et accusée de 1642 affaires, y compris la dissimulation de l'enlèvement d'enfants par des démons. Finalement traînée sur le lieu d'exécution. Cependant, de manière inattendue, elle n'était pas parasitée par un démon, peut-être parce que son fils l'avait quittée trop tôt. C'est le parasitisme du démon qui lui a permis de revoir Seth après cela.
Les serviteurs et les aides de confiance qui ont servi Seth ont également été exécutés. La personne principale, responsable de tous ces incidents était Osiris. Sous sa direction et son autorité, tout s'est déroulé sans heurts. Après la mort de Seth, j'ai hérité d'une partie de ses droits, grâce à mes actes héroïques parmi les tribus barbares. Se répandant est le mécontentement des roturiers envers la famille après l'édit incident. Beaucoup de gens ont progressivement commencé à me suivre et à me vénérer. Finalement, après moins d'une semaine, je me suis uni à Osiris. Nous avons exécuté tous les traîtres au sein de Baskerville. Et utilisé cela comme une leçon pour montrer à toutes les forces du mal la puissance de la perte de Baskerville. Pendant longtemps, Hugo a décidé de faire une surprise à Pomeranian. Ma chère petite fille, vois-tu quelque chose de différent chez ton grand-père après un long regard? Pomeranian a finalement remarqué, c'est la barbe, grand-père a rasé sa barbe. Qu'est-ce que tu en penses? N'ai-je pas l'air super beau maintenant? À ce moment-là, je sais que Cyrus, qui venait de rentrer, a vu la scène. Je me suis dit en silence, il semble qu'Hugo se soucie vraiment de Pomeranian après tout ce qui s'est passé. Il trouve encore le temps de jouer et de plaisanter avec elle. Maintenant, tous ceux qui sont liés à Seth ont été éliminés et les restes des démons cachés à Baskerville ont péri. Cependant, j'ai remis les informations sur les autres démons à Cindy Wendy, lui demandant de faire de son mieux pour localiser sa cachette. Bien que j'ai été maudit et critiqué sans cesse pour cela, Cindy Wendy a finalement accepté. Quant à savoir si elle reviendrait, c'était laissé au destin, c'est ce qu'elle a dit avant de partir. À ce moment-là, Osiris a interrompu mes pensées. Merci pour ton dur labeur, frère. Tu seras en retard à l'académie si tu essaies de traiter toi-même chaque affaire connexe. Commence à te préparer pour l'académie. J'ai dit à Osiris que la ville principale était toujours dans le chaos et que je devais rester pour aider à y faire face. Mais Osiris a supposé ma décision. C'est un ordre direct de père, tu n'as pas le droit de désobéir. Après avoir dit cela, Osiris a soudainement souri légèrement. En fait, père a toujours été très inquiet pour toi, craignant que l'incident ne te fasse du mal. Bien que cela me donne l'impression de rencontrer père pour la première fois, il se soucie vraiment de toi. Il est juste maladroit dans sa façon de s'exprimer, et comme on dit que je ressemble le plus à père, tu peux me croire sur parole. En entendant cela, j'ai jeté un coup d'œil à Hugo. À ce moment-là, il demandait humblement à John de l'aider à tresser les cheveux de Poméranian. Maître, vous vous trompez, cette étape devrait être faite dans l'autre sens. Je ne m'y attendais pas. À ce qu'Hugo soit capable de faire quelque chose comme ça. Ça m'a vraiment ouvert les yeux. Il semble que je doive vraiment prendre cette affaire au sérieux. Je ne devrais pas tout voir dans cette vie à travers le prisme de ma vie passée. Même avant ma renaissance, ma vie était liée par des chaînes et sous son contrôle, je ne pouvais que suivre Hugo comme une marionnette. À tel point que je n'avais même pas réalisé que la situation d'Hugo était exactement la même que la mienne. À l'époque, il était tiré sans but par des démons cachés au sein de la famille. Tout ce que je savais dans cette vie est en train de changer. Des fiançailles d'enfance avec Camus au petit moment avec Yon pendant la période barbare. La rencontre avec Chihuahua, la découverte de Poméranian dans la tribu Rakoko, le côté caché du cœur d'Hugo. La puissance terrifiante des 10 cadavres et les expressions émotionnelles d'Osiris. À ce moment, Poméranian n'arrêtait pas de répéter « Je t'aime, grand-père ». À cet instant, toutes les pensées de vengeance contre Baskerville ont été complètement effacées. Je ne m'attendais pas à ce que, sans la chaîne, Hugo puisse encore avoir un tel côté. J'en suis sûre maintenant. L'Hugo contre lequel je devais me venger n'existe plus. Il semble qu'il soit temps de dire adieu à mon ancien moi. Les chaînes qui m'ont autrefois lié sont enfin brisées, et maintenant mon ancien moi est libre. Adieu, mon ancien moi. Je connais maintenant le chemin que je dois prendre dans le futur. À ce moment-là, je me suis retournée et me suis accroupie. J'ai ramassé la chaîne qui m'avait autrefois étroitement liée et les serré fort. Il n'y a aucun doute. J'utiliserai cette laisse pour lier ceux qui sont à l'autre bout et la vraie vengeance commence ici. Le temps a passé rapidement. Et le jour de la cérémonie d'entrée à l'Académie Colosseo est arrivé, bourdonnant des recrutements des clubs de l'Académie. Il y a 2 classes dans l'Académie. Le noyau de glace regroupe les membres spécialisés dans les épées, les arcs, les lances et plus encore. Tandis que le noyau de feu est composé de ceux qui se spécialisent dans la magie pendant leurs 4 années. Les étudiants perfectionnent non seulement leurs compétences dans ces domaines, mais apprennent également une variété de connaissances générales. À ce moment-là, les principaux clubs de l'Académie sont devenus plus occupés avec le recrutement. La compétition de cette année s'est intensifiée en raison des nouveaux étudiants remarquables. L'un d'eux est tuteur de la famille Don Quichotte, connu pour son talent exceptionnel à la lance, et Bianca de la famille Usher. Réputés pour ses compétences en tir à l'arc, ils ont terminé à égalité à la première place de l'examen pratique du noyau de glace. Et sont les premiers sur la liste des personnes désirées.
Les triplés Baskerville les suivent aux 3e, 4e et 5e places. D'un autre côté, celle qui attire le plus l'attention dans le noyau de glace est Sinclair. Elle s'est classée première à l'épreuve pratique et 2e à la théorie. Ses notes exceptionnelles ont été enregistrées. Quant à celui qui est arrivé premier à l'examen théorique, c'était la clé, bien sûr. L'Académie valorise toujours les compétences pratiques au combat, sinon quelqu'un comme moi, qui s'est classé premier à l'examen théorique, n'aurait pas été négligé. Les gens comme moi sont souvent étiquetés comme des rats de bibliothèque avant d'entrer à l'Académie. J'ai dû abandonner le nom de famille Baskerville. J'avais toute ma force et j'ai fait semblant d'être un roturier. La raison en était que mon identité d'origine avait été reconnue par la famille royale, et dans la capitale de l'Empire, presque tout le monde me connaissait. Donc, en utilisant une fausse identité pour entrer, je n'attirais pas trop l'attention. À ce moment-là, la zone de recrutement des clubs à proximité a attiré mon attention et au milieu se tenait Dolores. La sainte de la famille Covadis. Les gens autour d'elle étaient tous des fans qui l'admiraient. D'après l'autoprésentation de Dolores, il semble qu'elle soit non seulement la présidente de l'école, mais aussi la présidente du club de journalisme. Une telle position convient vraiment à son identité de sainte. Cependant, à moins que ce ne soit nécessaire, il est préférable que j'évite de la rencontrer par la suite. Je suis arrivé au bâtiment du dortoir de l'Académie Colosseo. J'ai trouvé le dortoir étudiant auquel j'avais été affecté. À ce moment-là, quelqu'un à côté de moi a crié « On dirait que tu es le colocataire avec qui je vais vivre pendant les 4 prochaines années. Mon nom est PG, enchanté. » Quand je l'ai vu, j'ai été assez surpris. Dans ma vie passée, j'avais une très forte impression de lui quand je suis venu à l'académie pour aider les 3 frères. PG veillait souvent sur moi, toujours le gentil garçon, mais parce que ses capacités de combat n'étaient pas si bonnes, son cauchemar a vite commencé. Et le résultat final était assez tragique. J'espère que ma présence dans cette vie peut l'empêcher de revivre le même sort. À ce moment-là, PG a souri et m'a dit « Vas-y, choisis un lit. Je prendrai celui qui reste. » Comme prévu, la personnalité de ce type n'a pas du tout changé. Alors PG m'a invité à assister à la soirée de bienvenue des nouveaux étudiants de ce soir, en disant que si tu ne te fais pas de bonnes relations avec tes camarades de classe ou tes aînés, les 4 prochaines années seront certainement difficiles. J'ai décliné son aimable invitation. PG était confus par ma réponse. Puis m'a dit avec anxiété « Si tu n'y vas pas, tu seras laissé de côté par les autres. Et cela ne te sera d'aucune utilité. Mais si tu y vas, il y a en fait pas mal d'avantages. Tu peux rencontrer la présidente de l'école, Dolores, et ces autres nouveaux étudiants qui sont assez puissants si tu t'entends bien avec eux. Ça vaut vraiment le coup. » C'est vrai, la spécialité de PG est de collecter des informations et ses compétences analytiques sont très impressionnantes. À ce moment-là, PG supposait que ces facteurs me convaincraient, mais la seconde suivante, son expression a radicalement changé. Je l'ai rejeté une fois de plus sans tourner la tête. Je suis sorti du dortoir. Amuse-toi bien, PG. Quant à moi, j'ai des affaires plus importantes à régler. En un clin d'œil, la nuit est tombée. J'ai enfilé ma tenue de chien de nuit. Et je me suis préparé à commencer mes actions. Au même moment, dans un coin de la ville, 3 mercenaires étaient rassemblés autour d'un feu, en train de bavarder. Leur devoir était de garder la porte de l'entrepôt derrière eux, mais leurs activités étaient plutôt louches. L'entrepôt contenait des enfants kidnappés, spécifiquement pour les orphelinats gérés par la famille Covadis. Soudain, un cri fort interrompit leur conversation. Sachez quoi dire et quoi ne pas dire, vous feriez mieux d'être clair à ce sujet. Sinon, vous vous attirez des ennuis. Celui qui parlait était leur capitaine, Ron Baptison, également connu sous le nom de l'écorcheur. Après avoir réprimandé ses subordonnés, il se prépara à aller chercher de quoi manger tard dans la nuit, mais soudain, quelqu'un l'appela par son nom depuis derrière. Pensant que c'était l'un de ses subordonnés, il se mit très en colère et tira son épée de son dos, et était prêt à leur donner une leçon. Cependant, quand Ron se retourna, tous ses subordonnés gisaient morts sur le sol. Cela lui fit si peur qu'il ne pouvait même plus parler correctement. « Qui diable êtes-vous ? Quel est votre but ici ? » Je n'ai pas répondu directement. Parce que tuer une telle personne ne nécessitait aucune sympathie dans ma vie passée. Il a sacrifié la vie de 4 voisins pour signer un contrat avec un démon, puis a rejoint l'association de la Guilde du Nord, et avait vendu à plusieurs reprises des renseignements humains à des démons. Pendant son service de garde, il a utilisé un miroir pour révéler l'emplacement du camp du peloton, ce qui a conduit au massacre du peloton allié. À ce moment, après que Ron ait localisé ma position, il a immédiatement levé ses épées jumelles et a chargé sur moi. Mais la seconde suivante, mon Belzébuth avait déjà tranché ses 2 bras, et la douleur intense a submergé tout son corps. « Qui diable êtes-vous ? Pourquoi essayez-vous de me tuer ?» Je lui ai froidement dit « Bien sûr, ce n'est pas encore arrivé.
Je sais que tu as signé un contrat avec un démon, donc si tu veux vivre, tu ferais mieux de révéler honnêtement toutes les informations. Sur ce démon, mais au moment où j'ai fini de parler, le visage de John s'est tordu et a gonflé. Et finalement, sa tête a explosé à cause de la force invisible. On dirait encore le même résultat. Ces gens semblent être sous une sorte de malédiction. J'ai vécu le même résultat 3 fois. Depuis que j'ai commencé à tuer des noms sur cette liste noire. Elle a été créée avec les souvenirs de ma vie passée dans l'enquête de Cindy Wendy. Elle contient des informations sur les adorateurs de démons qui ont pris parti pour les démons et ont trahi l'humanité. Ils doivent être éliminés avant l'heure de la chute, si je ne me trompe pas. Leur tête qui explose avant que je puisse les tuer est probablement la capacité unique du démon. Ce type doit se cacher quelque part dans la capitale. Avant longtemps, cela s'est produit environ 29 fois. Chaque fois que j'essayais d'interroger ces traîtres ou d'obtenir une trace des 10 cadavres d'élite. Sans exception, leur tête explosait. Pourtant, je ne m'attendais pas à obtenir quoi que ce soit lors de mon premier jour. Je dois retourner rapidement à l'académie pour éviter que mes actions ne soient exposées. Juste au moment où j'arrivais à l'académie, j'ai réalisé que la fête de bienvenue des nouveaux n'était pas encore terminée, alors j'ai immédiatement enlevé ma tenue de nuit, j'ai enfilé les vêtements requis pour la fête, et je me suis préparé à montrer brièvement mon visage sur les lieux. Après tout, il n'y avait rien à faire pendant que j'étais inactif à l'intérieur. Ces étudiants appréciaient leur nourriture et Dolores était toujours entourée de ses fans adorateurs. À ce moment-là, j'ai vu plusieurs visages familiers. Je ne m'attendais vraiment pas à les croiser à cet âge. Dans le passé, pendant l'époque de la chute, sous la direction de Camus, ils ont aidé l'humanité à remporter la victoire finale. L'un d'eux était la personne qui se tenait en première ligne du champ de bataille. Et a pris les commandes, le tuteur Lamanche Adanquiode et l'archer qui a vaincu d'innombrables démons. Bianca F. Usher. En plus d'eux, j'ai reconnu de nombreux visages familiers du champ de bataille. Qui aurait cru que je les reverrais comme ça? Pendant ce temps, quelque chose qui se passait non loin a attiré mon attention. Mon colocataire PG se faisait arrêter par plusieurs étudiants de classe supérieure. Il voulait que PG interprète une chanson pour tout le monde. Une des femmes a crié fort, « Tout le monde, venez ici. Le nouveau va chanter pour nous. » Lorsque PG a refusé de se conformer à l'ordre, la femme a suggéré de lui donner une punition. Elle a apporté un grand seau de rhum. Et a ordonné à PG de le boire, sinon elle ne le laisserait pas s'en tirer facilement. PG voulait s'échapper. Mais il s'est retrouvé déjà entouré par leurs gens. Sous la pression continue des étudiants de classe supérieure, PG n'a eu d'autre choix que de se conformer docilement. Il a attrapé un seau de rhum et a commencé à boire sauvagement pendant qu'ils le regardaient comme s'ils appréciaient un clown. Même lorsque PG a commencé à vomir à cause du dégoût, ils n'ont toujours pas ressenti le moindre remords. Au contraire, ils ont ressenti un sentiment d'accomplissement. Encore plus dégoûtant, ils ont exigé que PG lèche le sol comme un chien, voyant ces gens devenir de plus en plus scandaleux. J'ai finalement décidé d'aider PG à sortir de cette situation. Avant que je ne régresse, PG a abandonné l'école. Parce qu'il ne pouvait pas supporter l'intimidation. Il est devenu un fonctionnaire de Baran et a vécu une vie difficile. Alors que je m'occupais de mes parents, j'ai recroisé PG sur la ligne de front, après le début de la chute. Il était l'un des rares à s'être porté volontaire pour aller au front, grâce à son incroyable stratégie et son analyse de l'information. Il a sauvé de nombreuses vies, donc PG était aussi un camarade que je respectais, et je ne laisserai personne l'intimider. Lui, devant moi? PG, je m'en occupe. Retourne d'abord au dortoir, naturellement. Ce que j'ai dit va certainement mettre le supérieur en colère. Et, qui es-tu? Tu crois pouvoir désobéir à un aîné, vu la façon dont tu as avancé avec arrogance? Et on dirait que tu es sûr de toi. Il était loin de se douter, à ce moment-là, qu'il se moquait de moi. Une aura meurtrière a soudainement émané de derrière lui. Mes 3 jeunes frères, qui m'ont reconnu comme leur maître, ne pouvaient tout simplement pas le supporter, mais un simple regard de ma part a suffi à faire refluer la colère qu'il venait de laisser éclater. Plus tôt, je les avais prévenus que mon identité à l'académie n'était pas celle d'un Baskerville, mais d'un roturier. Si jamais quelqu'un découvrait ma véritable identité, ils auraient intérêt à vivre jusqu'au lever du soleil. À ce moment-là, la femme reprit la parole, disant que le nouvel étudiant était ignorant et qu'il avait besoin d'être instruit par les aînés. Puis elle pensa à une punition intéressante, buvez tout ça et on vous laissera partir, vous deux. PG, en entendant ça, espérait que je parte, car il ne voulait pas que je fasse du mal à des innocents à cause de lui. Mais je ne l'ai pas écouté. Si c'était la seule façon de sortir PG de ce mauvais pas, je boirais moi-même cette coupe d'alcool. En voyant ça, les aînés s'attendaient à ce que je m'effondre de douleur et que je me ridiculise. Car ils avaient mélangé le rhum avec de la vodka à haute concentration, ce qui serait un poison invisible pour l'estomac.
Cependant, au fur et à mesure que le niveau de la boisson baissait, leur visage devenait de plus en plus étrange. Ils n'arrivaient pas à croire qu'un corps de roturier ne présentait aucun symptôme indésirable. Après l'avoir bu, j'ai aidé PG à partir, profitant de leur choc, mais à ce moment-là, quelques idiots se sont avancés pour m'arrêter. T'ai-je permis de partir ? Mais au moment où ces paroles dures étaient à moitié prononcées, l'intention meurtrière que j'ai dégagée en me retournant a suffi à lui faire peur. À ce moment-là, Dolores, entendant le tumulte, s'approcha et gronda. « Pourquoi est-ce si chaotique ici ? Vous ne pouvez pas traiter les nouveaux cruellement. Nous devons maintenir l'image de l'Académie. » En entendant ça, les autres dirent avec anxiété. « Non, présidente, ce n'est pas ce que vous croyez. Un nouvel étudiant a bu tellement d'alcool qu'il a vomi. Nous ne faisons que nettoyer après lui. » En voyant ça, les triplés levèrent le pouce. Comme prévu, notre maître est vraiment cool. À ce moment-là, une fille aux cheveux blancs apparut dans la foule. Elle était attirée par ma bonne action. C'était Sinclair, classée première à l'examen pratique du noyau de glace et deuxième à l'examen théorique. Elle s'exclama avec enthousiasme, « J'ai trouvé une personne gentille. » Après la soirée de bienvenue des nouveaux étudiants, les cours officiels ont commencé le lendemain. Afin de créer rapidement une atmosphère compétitive entre le noyau de glace et le noyau de feu, et d'augmenter le niveau d'engagement dans les leçons, cette année, tous les cours de théorie culturelle seraient programmés en même temps, avec tout le monde assis dans la même salle de classe. À ce moment-là, le professeur Ventimorgue ferma son manuel. « Écoutez, le cours magistral d'aujourd'hui sur les tribus barbares se terminera ici. En se basant sur la situation géographique, des tribus barbares et des batailles, qui peut déduire où se trouve leur forteresse ? » Pendant un instant, presque, la plupart des étudiants furent plongés dans une profonde réflexion, y compris le premier en combat réel du noyau de glace. Bien qu'ils soient extrêmement compétents dans les techniques de combat, leur performance en théorie était tout simplement désastreuse. C'est alors que Sinclair, du noyau de feu, leva la main. « Professeur, laissez-moi répondre. » Vance Morgan donna son approbation. « Vas-y. » Alors Sinclair répondit d'une manière extrêmement formelle, selon les documents et les annonces transmises du front militaire au monde universitaire, les batailles avec les barbares se déroulent principalement en hauteur. Sauf pour la bataille dans le bassin au pied du pic 8, j'en ai déduit qu'ils vivent principalement dans un bassin, entouré de défenses naturelles de tous les côtés. Pendant ce temps, j'essayais toujours de trouver des indices utiles à partir de ce qui s'était passé la nuit dernière. Puisque les traîtres auxquels j'ai eu affaire partageaient tous les mêmes caractéristiques après leur mort, non seulement ils émettent l'odeur fétide distincte des démons, mais une fois que des informations sur les 10 cadavres d'élite sont révélées, leur tête explose sous une force. Si cette dernière est vraiment la capacité unique des démons, cachée dans la capitale, alors il y a un endroit auquel je peux penser. Je devrais demander à Cindy Wendy d'enquêter dans cette zone. Mais à ce moment-là, le professeur Venti, mort, était furieux contre un étudiant du noyau de glace. De toutes mes années d'enseignement, je n'ai jamais eu un étudiant qui ose dormir pendant mon cours. Vous êtes le premier. En effet, la personne dont parlait Ventimord était moi. En entendant ça, PG, assis à côté de moi, me dit précipitamment d'arrêter de dormir. Le professeur est vraiment en colère maintenant. Et je reviens à mes esprits, affirmant que je fermais simplement les yeux, que je ne dormais pas réellement. Pensant que je me disputais, Seymour devint encore plus en colère. Alors, vous voulez dire que mes yeux m'ont trompé ? Très bien alors. Grâce à la réponse de Sinclair, les noyaux de glace sont un point de comportement. Si vous pouvez répondre correctement à la question que je suis sur le point de poser, je vous donnerai les points du noyau de glace. Cependant, si vous vous trompez, tout le noyau de glace aura des points négatifs en entendant ça. Je m'exclame, c'est injuste. Mais avant que je puisse finir de parler, Vance Morgue a posé la question, dites-moi, en vous basant sur les lieux des batailles. Entre l'armée de l'Empire et la tribu Balo, peut-on déduire où se trouve leur forteresse ? En entendant cette question, Bianca était très agacée. À cause de cet idiot, tout le noyau de glace va être perdant. Au même moment, certains étudiants ne croyaient plus que quiconque sur les lieux pouvait répondre à la question. Parce que les documents sur les Balax étaient extrêmement rares, aucun étudiant de première année ne pouvait donner la bonne réponse. Je comprends naturellement que beaucoup de gens aient des griffes contre moi. C'est une réaction normale pour un étudiant. Cependant, en me souvenant d'Ian et des autres des Balacs, j'ai souri du coin des lèvres. Je pensais que c'était un problème difficile, mais c'est en fait si simple après avoir entendu mon analyse. Les yeux de tout le monde s'écarquillèrent, et Leaf, ayant vécu dans les Balacs pendant 2 ans, connaissait tout ça trop bien. Et après l'incident avec un humain, non seulement leur forteresse avait changé, mais beaucoup des habitudes qu'ils utilisaient couramment avaient également été modifiées.
Suite à ma suggestion, à ce moment-là, Vance Morgue pensa, c'est impossible. Il a tout compris. Comment connaît-il cette thèse qui n'a pas été vérifiée par le monde académique? Mais bientôt, Nancy Morgan réalisa pourquoi j'étais si bon dans ce domaine. Le type semblait s'appeler Vikir. C'est bien lui qui a terminé premier à l'examen de Ferry? Mais comme j'ai répondu correctement, Vince Morgue m'a attribué 10 points. Alors que le reste du noyau de glace en recevait un chacun. Cependant, pour reprendre un peu de son autorité en tant que professeur, Vince Morgue a confisqué les 10 points qu'il venait de m'attribuer. Même si Vikir, tu as terminé premier à l'examen théorique. Tu n'as jamais le droit de dormir dans mon cours. En entendant ça, j'ai répondu, je ferai attention la prochaine fois. À ce moment-là, Sinclair m'a aussi remarqué. Alors, c'est toi Kir? Au même moment, ses étudiants présents ont commencé à discuter entre eux. Quant au tuteur, il s'est un peu intéressé à moi, et il était quelque peu curieux. Alors, c'est le plus intelligent en matière de théorie. Je me demande si ça sera utile pendant les cours pratiques. La scène change. C'était maintenant l'heure du cours d'éducation physique. Les étudiants allaient jouer à un jeu de balle appelé Run Flat, où la magie et les armes étaient interdites par les règles. Peu importe la méthode, l'équipe qui marque en mettant la balle dans le but adverse gagne. Dès que l'arbitre a sifflé, le match a officiellement commencé. La première attaque de tête a été menée par le tuteur, et sa vitesse était incroyablement rapide, se débarrassant facilement de l'encerclement de personnes. La famille Don Quichotte, célèbre pour son maniement de la lance, était en effet formidable. Leur agilité et leur vitesse étaient toutes deux au maximum. Les petites fangires à l'extérieur du terrain encourageaient le beau tuteur, mais seule Bianca pensait que cette compétition ressemblait à des barbares chargeant imprudemment à ce moment-là. Juste au moment où le tuteur s'était débarrassé de l'encerclement, il a été arrêté par les 3 frères. Arrogant, où crois-tu aller? Si tu veux marquer, tu devras nous dépasser. Le tuteur savait que ces 3-là n'étaient pas faciles à gérer, alors il n'allait pas les affronter de front, et a plutôt utilisé plusieurs feintes. En un rien de temps, il avait embrouillé les 3 frères, les laissant perdus dans toutes les directions. Mais ils étaient faciles à déstabiliser, et Highborough a rapidement bloqué à nouveau le chemin du tuteur. En voyant ça, le tuteur décida de l'affronter de front. Il rassembla sa force dans sa main, puis lança une attaque qui envoya Iberio voler. La profondeur de la bosse dans l'abdomen d'Iberio montrait clairement à quel point la frappe du tuteur était puissante. Bientôt, les défenseurs commencèrent à se fatiguer. Ce qui a permis au tuteur de se rapprocher de plus en plus du but, mais à ce moment-là, le tuteur découvrit que le gardien de but était en fait moi. Naturellement curieux, il décida de tester comment ce rat de bibliothèque se défendrait contre son attaque. Mon ami, j'espère que tu prendras cet incident comme une leçon et, tout en te concentrant sur les études théoriques, tu devrais aussi faire attention à ta condition physique. De façon inattendue, dans la seconde suivante, le tuteur s'envola dans les airs. Quant à moi, je suis resté debout, indemne, à l'endroit, malgré l'impact de l'autre côté. Voyant que le tuteur ne s'était pas réveillé immédiatement, après être tombé et remarquant les expressions étranges sur les visages des gens autour, j'ai rapidement adopté une stratégie tactique et me suis effondré sur l'herbe. Bien que je ne sois pas sûr de pouvoir tromper le public, au moins, je devais faire semblant d'être blessé. Après ce qui semblait être une éternité, le tuteur s'est finalement réveillé. Mais il semblait que son souvenir de ce qui s'était passé était incomplet. Il se souvenait seulement qu'au moment où il était entré en collision avec moi, il avait perdu connaissance. Mais comment un rat de bibliothèque comme lui pourrait-il causer du tort? Ou était-ce que je me suis moi-même fait trébucher? Pour en découvrir la raison, le tuteur décida de réessayer. Alors que le match reprenait son cours normal, l'équipe du tuteur était toujours l'équipe attaquante et l'équipe de défense connaissait parfaitement sa force. Ils ont donc redoublé d'efforts pour l'encercler. À ce moment-là, tout le monde sur la ligne de touche était confus. Le but était juste devant l'endroit où le tuteur se tenait il y a quelques instants. Pourtant, le tuteur s'est inopinément retourné et a chargé depuis le côté. Quant au triplet, bien qu'ils aient immédiatement compris le plan, face à l'agilité du tuteur, ils ne pouvaient pas l'attraper. Après s'être débarrassé de la défense des triplets, le tuteur a concentré son attaque sur la tête. J'étais sans voix face à ça. Jurant de donner à ces 3 idiots des exercices supplémentaires après les cours, j'avais déjà dit de ne laisser personne s'approcher de moi. Sinon, mon identité serait facilement révélée. Petit savais-je, juste à moment où j'étais frustré. Le tuteur avait déjà utilisé la technique secrète de sa famille. Cette fois, il se donnait vraiment à fond, convaincu que rien ne pouvait mal tourner. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu et dès qu'il est entré en collision avec moi, sa vision est redevenue noire. Il s'est finalement réveillé. Tout ce qui s'était passé était exactement pareil que la première fois.
Et sa mémoire était une fois de plus incomplète. Voyant cela, Sanko essaya calmement de le réconforter. Et lui raconta ce qu'il avait observé de ses propres yeux: tu es entré en collision avec la clé à une vitesse incroyable, et tu t'es envolé dans les airs. Au même moment, j'ai aussi compris pourquoi tu étais si déterminé à foncer sur lui. Ce type doit cacher quelque chose. Je vais l'affronter cette fois. Mon ami s'est fait avoir 2 fois par lui, je ne peux pas juste regarder et ne rien faire. Pendant ce temps, voyant Sanko saisir le ballon et viser ma position, les triplés ont rapidement mis en place une position défensive. Cette fois, ils ont juré qu'ils ne laisseraient personne passer, mais juste à ce moment-là, Sanko n'a même pas pensé à esquiver, il a simplement foncé droit devant. La stratégie était simple: ne jamais regarder en arrière, ignorer tous les obstacles, et le trio d'idiots a été impitoyablement renversé. J'en suis resté bouche bée. Cette défense était vraiment un échec massif. Puis j'ai regardé en arrière et leur ai jeté un regard assassin. Les triplés, voyant cela, n'avaient pas les mots pour exprimer leur remords. L'adversaire était fort comme un bœuf. Comment leur petit corps pouvait-il bien l'arrêter? Alors que Sancho se rapprochait de moi, j'ai eu une idée astucieuse, et j'ai décidé de rester immobile. Au contraire, Sancho ne s'est pas retenu, levant le bras et rassemblant ses forces, puis, d'un coup puissant, il a frappé mon abdomen. Petit savait-il que dans la seconde suivante, tout son corps s'est engourdi, et il a senti qu'au moment où sa main est entrée en contact avec mon abdomen, c'était comme frapper la surface d'une montagne, rugueuse et solide, incapable de la pousser ou de la briser. C'était la clé de mon plan astucieux. J'allais vraiment jouer le jeu avec ces gens qui essayaient de tester ma force et de faire un spectacle. J'ai fait semblant de tomber rapidement en arrière, et mon fausse inertie m'a fait voler hors du terrain. Comme prévu, ça a marché. Ni les gens à l'intérieur, ni à l'extérieur du terrain n'ont remarqué que je faisais semblant. Pendant ce temps, l'engourdissement dans la main de Sancho ne s'était toujours pas dissipé. Il se tenait là, stupéfait et déconcerté, tandis que Sancho était perdu dans ses pensées. Iberio s'est discrètement faufilé. Après avoir réussi à voler le ballon, il n'a pas regardé en arrière, et s'est précipité vers le but de l'adversaire. Au final, il a assuré la victoire avec un score de 1-0. Les autres coéquipiers ont traité les triplés comme les héros, mais ils ne savaient pas que le véritable acteur du changement, c'était moi. À ce moment-là, quelqu'un a versé de l'eau froide sur ma tête. Le vrai héros derrière la victoire, c'est toi, alors tu ne devrais pas juste rester là. Puis le tuteur a renchéri: sois plus heureux, ta victoire m'a fait prendre ma retraite. J'allais te donner une leçon pendant les cours pratiques parce que j'étais jaloux de toi, mais j'ai réalisé à quel point c'était honteux. Je suis désolé. Cependant, Sancho voulait vraiment savoir une chose: qu'est-ce que j'ai mangé exactement en grandissant? Jusqu'à présent, il n'avait jamais rencontré un adversaire plus coriace que lui. Au début, il pensait même que j'avais secrètement utilisé de la magie. En entendant cela, je leur ai dit que j'étais un roturier, donc je ne peux pas utiliser la magie. Par conséquent, alors que le tuteur ressentait des regrets, il m'a aussi dit: avec ta condition physique, entraîne-toi juste un peu et tu deviendras facilement un expert comme moi. Pendant que nous parlions, 3 des fans féminines du tuteur se sont approchées de nous. Elles étaient là pour nous donner des serviettes. Et maintenant, les choses devenaient de plus en plus intéressantes. Rencontrer d'anciens coéquipiers du passé pendant les jours d'école, apprendre à les connaître sitôt, serait certainement un avantage pour faire face aux 10 cadavres dans le futur. Mais juste à ce moment-là, l'expression de Sancho est devenue hébétée. L'expression du tuteur était surprise et les camarades de classe féminine présentes ont toutes rougi. C'était parce que quand j'ai enlevé mes lunettes, pour essuyer la sueur, ma véritable apparence leur a été révélée. Avant longtemps, la nuit est retombée et j'ai commencé ma mission nocturne. Le traître devant moi était le chef de l'orphelinat dans la cité impériale. S'étant engagé à plusieurs reprises dans des activités illégales avec des démons jusqu'à présent, il avait continuellement fourni aux démons des enfants volés aux gens. À ce moment-là, quand il a vu l'énergie apparaître sur mon épée, il a été très choqué. C'était le niveau qu'un maître d'épée pouvait atteindre. Mais en réalité, je savais que mon énergie approchait à peine le niveau du liquide. Pour être précis, je suis au plus haut niveau des travaux de fin d'études. Travaille avec moi pour attraper le démon. Si tu le fais, je te compenserai en conséquence. Avant qu'il ne puisse répondre, un énorme éclat de pierre est soudainement apparu au-dessus de ma tête. Sentant le danger, j'ai rapidement esquivé tandis que le traître était écrasé en morceaux. Regardant vers la source de l'intention meurtrière, j'étais certain que l'adversaire était loin d'être ordinaire, et qu'il était fort probable que ce soit l'un des 10 cadavres d'élite, cachés dans la cité impériale. Soudain, l'homme en costume a balancé un grand marteau, et a chargé droit vers l'endroit où je me tenais. Voyant cela, j'ai rapidement esquivé sur le côté, mais l'attaque de base de l'homme masqué était vraiment quelque chose. Elle a directement créé un énorme trou dans l'épée,
sol en ciment. À ce moment-là, je l'ai vu saisir à nouveau le grand marteau, visant avec une quasi-certitude à me frapper. J'ai prédit l'attaque et j'ai réussi à esquiver, mais il s'est soudainement arrêté. C'est alors que j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas. La seconde suivante, une pression intense a soudainement explosé autour de l'énorme marteau. Heureusement, j'ai réagi rapidement et invoqué Blizzard pour le bloquer, évitant de justesse toute blessure. Cependant, j'ai aussi glané des informations fiables. L'homme masqué n'était pas un des 10 corps d'élite, mais plutôt quelqu'un de la famille Quo Vadis. Cela parce que l'attaque qu'il venait d'utiliser était une technique de la famille Quo Vadis, connue sous le nom de technique d'écrasement. Cela m'a laissé perplexe, puisque la famille Quo Vadis est censée représenter la sainteté et la pureté, et les démons seraient certainement considérés comme leurs ennemis naturels. Alors, pourquoi l'homme masqué avait-il une odeur de démon? Se pourrait-il que des démons aient infiltré même la famille Quo Vadis? Il semble que je vais devoir demander à Cindy Wendy d'enquêter sur cette affaire, secrètement plus tard. Maintenant que je sais déjà que l'autre camp est aussi un traître, il n'y a aucun mal à en tuer un de plus aujourd'hui. Je vais profiter de cette occasion pour m'échauffer avant de trouver les 10 cadavres d'élite. Peut-être que le vaincre attirera l'un d'eux. À ce moment précis, l'homme masqué pensait avoir trouvé une faille dans ma défense et il a immédiatement balancé l'énorme marteau à nouveau, sautant dans les airs. Voyant cela, je n'ai pas choisi d'esquiver, mais au lieu de cela, je suis allé directement en tête-à-tête avec lui, exécutant nonchalamment un coup de pied ascendant, bloquant facilement son attaque. Cela a stupéfié l'homme masqué. Il savait très bien qu'il avait utilisé toute sa force. Alors comment un simple mortel pouvait-il y résister? Pendant ce temps, j'ai saisi ce moment pour rassembler mes forces, puis j'ai commencé à déchaîner une rafale de coups de poing sur la poitrine de l'homme masqué. Puis j'ai asséné un coup puissant et précis sous l'influence de l'inertie. L'homme masqué, bien qu'il ait déjà retrouvé son équilibre, a quand même été envoyé voler à des centaines de mètres. Au même moment, j'ai fait un pas, et j'ai sauté pour le suivre alors que la menace se rapprochait à nouveau. L'homme masqué a balancé son arme pour résister, mais contre la puissance absolue, c'était futile. Dans la seconde suivante, je suis rapidement apparu derrière lui, puis, avec un coup de coude descendant, j'ai désactivé son bras droit. Ensuite, j'ai attrapé les vêtements sur sa poitrine et, avec l'élan de la rotation de mon corps, j'ai facilement jeté l'homme masqué à nouveau, laissant la barre de fer percer son abdomen et la douleur intense lui causant une souffrance insupportable. En marchant vers lui, j'ai vu la marque sur sa poitrine. Ephebo. J'ai deviné que c'était probablement le nom de l'homme masqué. J'avais initialement prévu de l'interroger sur qui l'avait transformé en ça, qui tirait les ficelles en coulisses, mais il semblait qu'essayer d'obtenir des informations utiles par le biais d'un interrogatoire était sans espoir. Cependant, j'avais encore une autre méthode pour remplacer l'interrogatoire. Tant que je démonte chaque partie du corps de l'homme masqué et que j'enquête sur l'état de ses organes internes, la structure osseuse, la fraîcheur et la concentration de son sang, etc., je devrais être en mesure de recueillir des indices utiles. Ephebo, allons-nous commencer l'interrogatoire? Mais juste à ce moment-là, de l'endroit où l'énorme pierre était tombée, est venu un cri urgent à l'aide. Quand j'ai déplacé les pierres brisées au-dessus, j'ai découvert que le directeur était toujours vivant. Ce type a vraiment de la chance. Si tu veux vivre, dis-moi tout ce que tu sais. Sans que je le sache, sur le toit, un homme non identifié regardait tout cela se dérouler et, afin de sauver sa vie, le directeur de l'orphelinat a accepté. Dans mon bureau, c'est sûr. Voici ce que tu veux. Puis il m'a supplié de le protéger à tout prix parce que... Mais avant qu'il ne puisse finir, j'ai senti une intention meurtrière. Alors que je me tournais pour enquêter, la bouche du directeur a commencé à cracher des têtes les unes après les autres. La seconde suivante, son corps a soudainement émis une lumière verte avec le bruit d'une explosion. Les soldats de service ont donné l'alarme, et les soldats escortant Dolores se sont également mis en état d'alerte maximale. Que se passe-t-il exactement? Il y a probablement des blessés sur les lieux. Nous devons nous dépêcher et jeter un coup d'œil rapidement. Le site de l'explosion était rempli de soldats impériaux et, en regardant la dévastation environnante, Dolores était très confuse. Elle ne pouvait pas comprendre quel événement majeur s'était produit ici en si peu de temps. Mais soudain, le regard de Dolores a été attiré par quelque chose au sol. C'était un morceau d'armure de chien de nuit. Pour éviter d'être repérée par les soldats en patrouille, elle a immédiatement fait semblant d'être anémique, s'est accroupie et le reste l'a discrètement recouvert de sa jupe. Se pourrait-il que le chien de nuit ait été ici tout à l'heure? Bientôt, il était temps pour le cours fastidieux et ennuyeux. Et Ventimorbe était vraiment ennuyeux. Il a de nouveau essayé de me faire me tromper exprès. Vikir, veuillez présenter le rapport académique sur le démon scorpion à la classe pour moi.
C'était naturellement très facile, mais quand j'ai dit que le scorpion démon a 2 dards venimeux comme moyen d'attaque, Ventimorgue m'a immédiatement réprimandé pour avoir dit des bêtises, disant que le démon scorpion n'a qu'un seul dard venimeux sur sa queue et que le deuxième que j'ai mentionné n'existe pas. En entendant cela, j'étais abasourdi. Je ne m'attendais pas à ce que, à cette époque, le dard venimeux caché du démon scorpion n'ait pas encore été découvert. Donc, pour prouver que je n'avais pas tort, j'ai demandé à Ventimorgue de suivre mes instructions. Sans qu'il le sache, dès qu'il a ramassé le scalpel, et a commencé à ouvrir le cœur du démon scorpion, le dard venimeux caché a soudainement jailli. Les élèves présents ont tous été surpris par la scène, mais heureusement, j'ai rapidement levé mon cahier pour le bloquer. Sinon, le précieux mort n'aurait pas pu réagir à temps et, dans le pire des cas, il aurait pu perdre la vie. À ce moment-là, Ventimorgue, si effrayé qu'il a failli se faire dessus, ne s'attendait pas à ce que le démon scorpion est en réalité 2 dards venimeux, ce qui expliquait aussi l'étrange incident, où une certaine équipe d'enquête a perdu la vie il y a des années. Ensuite, Ventimorgue m'a même invité au labo après les cours, pour discuter de cette affaire en détail, et, grâce à mon excellente performance, les attentes des élèves à mon égard ont augmenté. Pour la première fois, j'ai eu l'impression qu'être bon en études pouvait réellement me rendre cool. Je me souviens que Vaquer a également bien performé en EPS. Le tuteur et Sancho ne faisaient pas le poids face à lui, mais comparé aux universitaires et au sport, ils étaient plus concentrés sur le fait que mon apparence cachée derrière mes lunettes était tout simplement trop attirante. En repensant aux événements de la nuit dernière, alors que je retournais à ma place après cette énorme explosion, j'ai été gravement touchée, parce que je n'ai pas eu le temps d'esquiver. Heureusement, j'avais la capacité de guérison d'une salamandre des marais. Sinon, je serais certainement mort. Quand je suis retourné chercher l'homme masqué, il avait disparu sans laisser de traces. La seule information fiable que j'ai obtenue était les registres cachés dans le coffre-fort du directeur de l'orphelinat. Cependant, les registres ne contenaient que des enregistrements d'enfants victimes de trafic vers divers endroits, qui changeaient fréquemment. Avec cette information, il est en effet difficile de déterminer où se cachent les 10 corps d'élite. Mais le point le plus important est de savoir qui est exactement le cerveau derrière cette explosion, pourquoi porte-t-il l'uniforme de l'Académie Colosseo. Se pourrait-il qu'un des 10 corps d'élite se cache dans l'académie ? La scène change. À ce moment, Dolores, la présidente du club de journalisme, était très heureuse d'apprendre que plusieurs nouveaux membres s'étaient inscrits aujourd'hui. Bienvenue dans l'équipe, veuillez apporter un potentiel illimité au club de journalisme à l'avenir. Maintenant, présentons-nous tous. Je suis le tuteur La Mancha Don Quichotte de la première année du Noyau de Glace. Que ce soit en études ou en activité de club, je veux devenir une élite qui réussit dans tout. Je suis Sancho Barataria, de la première année du Noyau de Glace. Je ne veux pas que tout le monde pense que je suis juste grand et inutile. Je prévois d'appliquer ma sagesse dans un nouveau domaine où mes talents sont le plus nécessaires. Je suis Sinclair de la première année du Corps du Feu. Je crois que l'intelligence est la chose la plus fiable à part l'argent et le pouvoir, alors j'ai choisi de rejoindre la source d'information. Club de journalisme. Je suis Bianca F., Huchère de la première année du Noyau de Glace. Je crois que le club de journalisme a le plus de potentiel, alors je l'ai choisi. De plus, PG, qui est doué pour la collecte et l'analyse de renseignements, a également rejoint. Après tout, c'est pratiquement sa vocation. Je m'appelle Vikir. Je suis venu ici parce que l'académie exige des crédits pour la participation à un club, alors j'ai juste suivi mon colocataire PG. Si tout se passe bien, tant que je rejoins, je peux facilement obtenir les informations que je veux. Mais la seule chose qui me donne mal à la tête, c'est que la présidente est sainte comme Dolores, mais juste à ce moment-là, Dolores s'est soudainement mise en colère. Si tu es venu ici juste pour gagner des crédits, Vikir, tu pourrais être éliminé par moi aujourd'hui. À son insu, avant qu'elle ne puisse finir de parler, la vice-présidente du club, Anna, s'est précipitée avec le journal d'aujourd'hui et a dit « C'est toi, n'est-ce pas ? Je savais que ton visage m'était familier. » Il s'avère qu'hier, alors que je me lavais le visage, j'ai été photographiée par Anna, qui se concentre sur la capture de beaux nouveaux étudiants, et parce que ton apparence était si frappante, elle s'est retrouvée sur la liste des plus populaires de l'académie. Juste comme ça, Anna m'a fait admettre dans le club de journalisme et à cause de la grave impact de l'explosion de la nuit dernière, le club de journalisme a dû trouver un nom pour l'incident. Ont décidé de faire asseoir les nouveaux membres ensemble et de faire un brainstorming. À ce moment-là, Anna a spéculé. Je crois que le cerveau derrière l'explosion est probablement la même personne responsable des récents cas de meurtres fréquents autour de la capitale impériale. Quand Pichi a vu les squelettes de plusieurs enfants, il m'a tranquillement demandé « Vikir, qui penses-tu que cette étrange personne pourrait être ?» En entendant cela, je n'ai pas répondu parce qu'il y avait beaucoup d'informations sur le papier que je ne connaissais pas, je devais l'analyser attentivement.
Ensuite, est venu le moment de choisir un nom. Le tuteur a suggéré avec confiance d'abord: que diriez-vous de mettre des ombres mortes vivantes? Et sa suggestion n'avait rien à voir avec l'événement. À portée de main. Elle a été immédiatement rejetée. À part ça, certains ont pensé au démon qui a apporté le malheureux Bombe, d'autres ont pensé au tueur de l'orphelinat, et d'autres encore ont pensé à Monsieur Terroriste. Quant à Dolores, elle a inconsciemment proposé chien de nuit. Elle l'a nommé d'après le fragment de la coiffe qu'elle avait secrètement caché. Et naturellement, elle voulait savoir pourquoi le chien de nuit qu'elle connaissait est soudainement apparu la nuit dernière. Récemment, il avait sincèrement sauvé les résidents des bidonvilles qui souffraient de la peste de la mort rouge. Son dévouement était absolument sincère, bien qu'il ait secrètement volé l'eau bénite qu'elle avait faite. Dolores croit toujours que le chien de nuit a dû la prendre pour sauver des gens. Je fais confiance à mon jugement sur les yeux des gens. Le chien de nuit n'est certainement pas celui qui est derrière l'explosion, et il n'a certainement pas détruit l'orphelinat. Même s'il est le coupable, il doit avoir ses raisons. À ce moment-là, PG a pensé que le nom chien de nuit était plutôt bon. Non seulement à cause de son style de nommage brutal et barbare, mais aussi parce qu'il dégageait un air de mystère. Au même moment, toutes les personnes présentes étaient d'accord, et le titre de ce numéro du journal était fixé comme chien de la nuit. C'est à ce moment que Dolores réalisa qu'elle marmonnait à voix haute. Pendant ce temps, comme il n'y avait pas encore de preuves concrètes, Anna devait le formuler plus subtilement: chien de la nuit a plongé la capitale impériale dans la crise. Qui sont-ils exactement? À ce moment, demanda le tuteur à Kira. Penses-tu que le chien de la nuit est une bonne ou une mauvaise personne? J'ai dit sans détour que c'était une mauvaise personne. Mais à ma surprise, mes paroles ont mis Dolores en colère. Puis-je vous demander pourquoi vous êtes si certain qu'il est une mauvaise personne? En entendant cela, j'ai senti un frisson dans mon cœur. Comment diable suis-je censé répondre à ça? Voyant que je ne répondais pas, les mots de Dolores devinrent plus tranchants. Tu ne peux pas répondre, n'est-ce pas? Cela signifie que je peux en conclure que tu n'y as pas réfléchi. Et tu dis juste des choses sans aucune preuve pour les étayer. Tu es maintenant un membre officiel du club de journalisme. Donc chaque mot doit être précis. À ce moment, le tuteur intervint: je me souviens des soldats en patrouille cette nuit-là. Ont donné un témoignage pertinent, et le faucon de la nuit est le principal suspect d'avoir détruit l'orphelinat. En entendant cela, Dolores n'avait pas de réfutation. Mais avant que toute preuve ne soit confirmée, un tel témoignage ne serait considéré que comme une spéculation. De plus, une partie de l'incident s'est produite dans le sous-sol de l'orphelinat et la façon dont les enfants sont morts reste un mystère. Mais si c'était vraiment l'œuvre des chiens de la nuit, il doit y avoir d'autres éléments étranges impliqués. En entendant cela, toutes les personnes présentes étaient perplexes, se demandant comment la présidente Dolores, dont la famille gère l'orphelinat, pouvait adopter une position aussi neutre sur la question. Puis, n'ayant rien de plus à dire, Anna et les autres acquiescèrent. Très bien, tant que nous n'aurons pas prouvé que le chien de la nuit est le coupable, nous devons rester aussi objectifs que possible, sans favoriser aucun des camps. Après tout, nous pourrons rédiger le rapport de blâme une fois que nous aurons des preuves solides. Cependant, si ce type est vraiment une mauvaise personne, alors nous pouvons le critiquer sévèrement. De façon inattendue, avant que Dolores ne puisse terminer ses mots, la porte de la salle de réunion fut soudainement ouverte par un membre du club de journalisme. Mauvaise nouvelle. Présidente, le professeur Ventimorgue, le conseiller du club, vous demande. Il exige que vous révisiez immédiatement le rapport sur le chien de la nuit et que vous déclariez que le chien de la nuit est une mauvaise personne. En entendant cela, Dolores resta sans voix. Ce vieil homme n'a vraiment pas changé du tout. Je comprends, j'irai parler au professeur. Juste au moment où Dolores sortait de la salle de réunion, le bruit de vives disputes provenait immédiatement de l'extérieur. Depuis lors, les opinions de Seymour étaient radicalement différentes des siennes. Il n'était pas surprenant qu'ils aient une dispute bruyante. Vikir, penses-tu que la présidente est assez tenace? Extraordinaire et admirable. J'ai donné une réponse affirmative. Après tout, avant que je ne régresse. Dolores maintenait toujours cette attitude. Lorsque certains soldats de première ligne hésitaient et avaient trop peur d'aller sur le champ de bataille, elle était la première à encourager leur morale, et lorsque des soldats de première ligne étaient blessés, elle faisait tout ce qu'elle pouvait pour fournir un soutien médical depuis l'arrière. Cela étant dit, je m'attendais en effet à être considérée comme une mauvaise personne. Merci Dolores d'oser défier les ordres des supérieurs pour prouver l'innocence des chiens de la nuit. Le temps passa rapidement au jour suivant et à 6 heures du matin. La cloche de réveil stridente retentit dans l'académie. Ensuite, tous les étudiants devaient se rassembler sur le terrain de sport, pour commencer leur journée par un jogging léger. Ensuite, certains étudiants retournaient se rattraper sur le sommeil, tandis que d'autres prenaient une douche ou prenaient leur petit déjeuner.
D'abord, à ce moment-là, elle se plaignit que l'exercice matinal était une pure torture, parce qu'il sentait que son cerveau était lent, alors j'ai décidé de lui expliquer. L'exercice matinal est destiné à activer les cellules du cerveau. Je suppose que c'est parce que tu te couches trop tard et que tu es privé de sommeil. D'un autre côté, le tuteur a dit, Vikir, tu dois être plus compatissant. Ou aucune camarade de classe ne s'intéressera à toi. Essaie de réconforter le cœur fragile de PG. Pas question, je ne suis pas gay. Pour en revenir au sujet, le tuteur et les autres ont décidé d'aller en ville pendant la pause du week-end. Vikir, pourquoi ne viens-tu pas avec nous? Rester à l'académie tout le temps ne fera que t'ennuyer. En entendant cela, je les ai immédiatement rejetés, leur disant que je devais assister à un événement caritatif. Pendant le week-end, mais juste au moment où j'allais partir, tous les trois ont soudainement changé d'avis. Faire de la charité semble intéressant, alors pourquoi ne rejoignons-nous pas la cure? Plus on est de fous, plus on rit. Cependant, il y avait une raison pour laquelle il voulait me suivre. Le tuteur et Sancho croyaient depuis longtemps que tant qu'il resterait proche de moi, une aura mystérieuse de leadership rayonnerait de moi, faisant croire aux gens que suivre mon exemple était toujours la bonne chose à faire. PG ressentait la même chose. Que ce soit en matière d'études ou de sport, il m'admirait. Il croyait donc que tant qu'il serait près de moi, il apprendrait inévitablement de nouvelles choses sans s'en rendre compte. Soudain, mon regard est devenu meurtrier. PG pensait que mon expression lui était destinée, mais il ne savait pas que j'avais d'autres intentions. Alors que nous croisions un étudiant avec deux étudiantes, j'ai de nouveau senti cette odeur nauséabonde, sans aucun doute. Le type au milieu était l'un des 10 cadavres d'élite cachés dans l'académie. J'ai alors demandé à PG, « Tu connais ce type? Tu dois parler de celui qui se tient au milieu des filles. » Exact, c'est Ban Kodak, une idole de 2e année, mais la situation actuelle n'était pas idéale pour que j'agisse. Si je forçais les choses, il y aurait certainement beaucoup de victimes, et je ne pouvais pas laisser le futur héros. Celui qui arrêterait l'ère de l'anéantissement être blessé de quelque manière que ce soit. J'ai alors inventé une excuse. Je ne me sens pas très bien aujourd'hui, donc je vais retourner au dortoir pour me reposer immédiatement après. J'ai activé une compétence de talon silencieux dissimulant ma présence juste au moment où j'enlevais mes lunettes et m'apprêtais à le poursuivre. Dolor est apparu au coin de l'escalier soudainement, nous nous sommes cognés l'un contre l'autre. En voyant cela, le tuteur et les autres ont couru et ont demandé « Présidente Dolores, ça va? Et vous, Vikir, vous n'allez pas vous excuser ?» J'ai fait comme on me l'a dit, mais en même temps, Dolores a admis qu'elle était la première en faute. Elle avait été tellement pressée de faire les choses qu'elle n'avait pas ralenti en arrivant au coin. Cependant, Dolores était très perplexe à ce moment-là, clairement. Je n'étais qu'un rat de bibliothèque faible, et pourtant, lorsque nous sommes entrés en collision, je n'ai même pas reculé d'un seul pas. De plus, elle n'a pas du tout senti ma présence. D'un autre côté, j'ai décidé de retarder mes plans. Il y avait trop de gens autour qui me regardaient. Il était donc préférable de retarder la poursuite de ce type. Pendant ce temps, du côté de Ban, il avait déjà conduit les deux filles vers un endroit très sombre. Base secrète. Les filles avaient peur et voulaient partir, mais elles ne pouvaient pas résister au regard pitoyable de Ban. Je vous ai amené ici pour parler de quelque chose. Vraiment bouleversant. Récemment, quelqu'un a soudainement perturbé ma vie, me rendant incapable de manger correctement. J'allais voir qui il était, mais ce type m'a vu dans mon uniforme scolaire, donc il a dû se rendre compte que je suis un étudiant. En entendant cela, les deux filles ont commencé à réfléchir à des idées. Ce qu'elles ne savaient pas, c'est que le véritable méchant qui se tenait entre elles était Ban. D'un mouvement rapide, Ban a tendu les mains, puis a attrapé leur visage. L'instant d'après, les visages des filles ont été transférés dans les mains de Ban. Ce type n'est certainement pas mort dans cette explosion. D'après son aura, il a au moins le niveau d'un diplômé de haut rang. De plus, toutes les personnes qu'il a tuées récemment étaient liées à ma nourriture, ce qui indique clairement qu'il a senti la présence de démons. Cela signifie qu'il est certainement celui qui a tué Andromalus. Ce démon est le 9e des 10 cadavres d'élite, d'Antalion. Pendant ce temps, en raison de la récente série d'affaires et d'accidents dans la capitale impériale, le club de journalisme de l'académie était en sous-effectif, alors Anna et Dolores ont décidé d'impliquer les nouveaux étudiants de première année. À ce moment-là, la table était remplie de documents liés aux incidents, pour lesquels ils étaient restés éveillés pendant 2 jours et demi pour se préparer. Écoutez bien, chacun de vous choisit les affaires que vous pouvez gérer. Ensuite, écrivez un article et soumettez-le pour examen. À ce moment-là, j'ai vu un visage familier parmi la pile de journaux. C'était un article sur une disparition à l'académie et parmi les disparus se trouvait Ban, dont le corps avait été pris en charge par le 9e démon. Pendant ce temps, dans un quartier résidentiel riche de la capitale impériale, d'Antalion, s'était déjà déguisé en propriétaire après que j'ai presque anéanti son subordonné, l'homme masqué.
Il a envoyé 3 autres de ses subordonnés les plus capables pour me chercher à tout moment. Cependant, aujourd'hui, lorsque ses subordonnés sont revenus, ils sont revenus les mains vides. Ils ont rapporté que depuis l'explosion, l'homme au masque de peste n'était plus apparu. Dantalian ne s'attendait pas à ce qu'un simple humain puisse être aussi prudent. Afin de trouver la moindre trace de moi, il a décidé d'étendre sa zone de recherche et d'activité. À ce moment-là, les doigts de Dantalian ont fait pousser des yeux sur chacun d'eux. Et dans la seconde suivante, ses doigts ont jailli vers le visage d'un subordonné devant lui. En un rien de temps, ils ont fusionné ensemble. Juste à ce moment-là, la femme du propriétaire a soudainement ouvert la porte et est entrée, demandant précipitamment à son mari qui étaient tous ces gens. Mais comme prévu, son sort était scellé immédiatement. Dantalian a ordonné à ses subordonnés de se débarrasser d'elle, et leur a spécifiquement demandé de préserver son visage intact. Après tout, il avait l'intention de le garder. En raison de la mort d'Andromalius et de mes interférences répétées, le plan des 10 cadavres d'élite pour ouvrir la porte vers le monde démoniaque n'arrêtait pas d'être retardé, mais la frustration n'a jamais résolu la situation actuelle. Un éclair de génie a frappé Dantalian, et il a pensé à un plan brillant. Le lendemain est arrivé rapidement. À ce moment-là, Dolor est arrivé dans un orphelinat géré par sa famille, qui était sous la tutelle de son oncle. J'ai réfléchi toute la nuit, et j'ai décidé de vous parler, oncle, en raison des récents meurtres et disparitions à l'Académie. Et dans la capitale impériale, je suggère que nous abolissions le système d'amnistie. Un pécheur est un pécheur. Comment peuvent-ils être pardonnés simplement parce qu'ils ont fait don d'une somme d'argent à l'orphelinat ou à l'hôpital? Son oncle était le chef de la lignée collatérale de la famille Kovadis, et bien qu'il dirige publiquement des hôpitaux, des orphelinats et d'autres services bénévoles, il avait toujours soutenu le système qui pardonnait aux riches leurs crimes. Ce que Dolores ne savait pas, c'est que le corps de son oncle avait déjà été pris en charge par le 9e démon et la récente série d'incidents était tout son œuvre. Ce système fonctionnait bien depuis le début. Leurs dons n'étaient-ils pas censés expier leurs péchés? En entendant cela, Dolores expliqua sérieusement ce qu'on appelle l'expiation consiste à confesser ses péchés à Dieu et à accepter la punition correspondante avant d'être pardonné. Mais ces riches se fichent de l'argent, ils ne donnent qu'une infime fraction de leur richesse. Comment un tel système peut-il être utilisé pour sauver les pécheurs? Voyant que l'argument de Dolores était irréfutable, Kilty déclara qu'il ne faisait que suivre les enseignements de l'Église. Et puis il suggéra qu'elle parle avec son père, le cardinal. En entendant cela, Dolor répondit « Alors je reviendrai plus tard pour qu'on puisse en parler davantage. » Pendant ce temps, alors qu'elle lui tournait le dos, Kilty faillit révéler sa véritable forme. Il était trop tenté par le visage de Dolores. Mince, j'ai failli ne pas pouvoir contrôler mes pulsions intérieures, et j'ai eu envie de la dévorer, Dantalian le Saint. Était le trésor le plus unique qu'il ait découvert dans ce monde. Ce n'est qu'après avoir collectionné le Saint, que sa collection serait complète. Mais afin de ne pas exposer son identité et d'ouvrir la porte au monde démoniaque, Dantalian devait se retenir. Il ne savait pas qu'à ce moment-là, je tenais le rapport d'enquête. Cindy Wendy me l'avait donné, et j'ai trouvé l'orphelinat où Dantalian se cachait, grâce à son analyse des actions d'Andromalius. Avant sa mort, cet orphelinat était probablement lié aux 10 cadavres d'élite. Mais quand j'ai vu le drapeau de la famille Kovadis y flotter, je suis tombé dans une profonde réflexion. Si même les lieux les plus saints pouvaient être infiltrés par l'un des 10 cadavres d'élite, alors les autres grandes familles doivent sûrement avoir des conspirations aussi. Au moment où j'allais entrer, 3 personnes apparurent de façon inattendue derrière moi. Mince, comment ont-ils fini ici? Ça complique encore plus les choses. À ce moment-là, le tuteur regarda autour de lui, étonné par le cadre luxueux. Il avait l'impression que cet endroit ressemblait plus à un palais qu'à un orphelinat qui adoptait des enfants. En entendant cela, Sanko s'enquit des antécédents du directeur. Eiji, qui était doué pour la collecte d'informations, pointa un portrait à côté d'eux et répondit « On dit que c'est Quilty, le chef de branche secondaire de la famille Kovadis, et une figure importante avec un prestige et une réputation considérable dans la capitale. Mais j'ai aussi entendu une rumeur, la présidente Dolores a beaucoup de préjugés contre lui parce qu'ils ont des divergences de vues au sein du groupe religieux. » Pendant ce temps, le tuteur pensa immédiatement à sa propre situation. Il semble inévitable que chaque grande famille ait des luttes intestines. D'un autre côté, j'avais l'air pensif. Je savais exactement quel genre de personne était Dolores, donc il doit y avoir beaucoup de problèmes avec ce type. Ensuite, nous avons rencontré le directeur de l'orphelinat. Après quelques mots de bienvenue, elle nous a confié une tâche. Servir de tuteur aux enfants pendant les 10 prochains jours. Tant que nous nous soucierions sincèrement d'eux, ils se souviendraient de notre gentillesse. Peu importe le temps qui passe.
À ce moment-là, le tuteur était perplexe face à la présence de Bianca et de Sinclair. En tant que bénévole, Bianca devint immédiatement mécontente et dit : « Ne devrais-je pas être celle qui vous pose cette question ? » En entendant cela, le tuteur sourit. En tant que grand Don Quichotte, ai-je besoin d'une raison pour accumuler des mérites ? Tout le monde connaît les règles de ma maison. Faire de bonnes actions chaque jour. Au même moment, Sinclair croisa mon regard. Je ne m'attendais pas à croiser le vicaire ici. Nous avons vraiment une connexion. Cependant, juste au moment où elle finissait de parler, elle tendit soudainement la main, confuse comme un petit fond. C'est dommage que nous n'ayons pas pu beaucoup parler, mais j'espère que nous nous entendrons bien dans les 10 prochains jours. En réponse, je lui serrai la main pour montrer mon accord. En conséquence, Sinclair sembla célébrer sa victoire, dansant de joie. PG, remarquant cela, partagea immédiatement des informations secrètes avec moi. J'ai vu Sinclair s'approcher de la personne chargée d'affecter les bénévoles et faire une demande. Elle a demandé où vous faisiez du bénévolat et a demandé à être affectée au même endroit que vous. Vous comprenez ce que cela signifie ? En entendant cela, j'ai réalisé que notre rencontre avait être été planifiée. On dirait que je dois être plus prudent avec elle. Mais étrangement, après avoir observé pendant si longtemps, je n'avais toujours pas vu la silhouette du directeur Kilty. Il semble qu'il ne soit probablement pas venu, mais cela me donne aussi du temps pour comprendre rapidement la situation ici. Ensuite, la personne en charge a commencé à guider les enfants, en les laissant choisir le tuteur qu'ils voulaient suivre. Comme prévu, Sinclair, Bianca et les autres étaient très populaires, mais pas moi. Quand j'avais une expression sérieuse et que je demandais leur nom, les enfants ont presque fait pipi sur eux et ont couru vers PG pour se réconforter. Vikir, tu ne peux vraiment pas contrôler tes expressions faciales. Un petit peu. Je ne savais pas parce que Poméranian m'écoutait si bien. Être que je ne suis tout simplement pas douée pour parler aux enfants. Juste à ce moment-là, quand je me suis retournée, j'ai remarqué qu'une petite fille avait couru hors de la porte. À ce moment-là, la petite fille était appuyée contre un pilier de pierre dans le couloir. En voyant cela, je me suis approchée d'elle, et j'ai dit : je deviens nerveux dans les endroits bondés aussi, mais si je ne me soucie pas de leur regard, je me sens naturellement beaucoup plus à l'aise. Alors pourquoi évites-tu tout le monde et cours-tu ici ? Mes mots semblèrent être accueillis avec une réponse dédaigneuse de sa part. Il semble que cette méthode n'ait pas fonctionné, alors je me suis souvenu de la façon dont Yann m'a appris à m'entendre avec les enfants. Je devrais sourire et leur parler. En voyant l'étiquette sur le collier de la petite fille, j'ai souri et je lui ai demandé comme Yann me l'avait dit. Tu t'appelles Perry, c'est bien ça ? En regardant Perry, quand elle m'a entendu l'appeler par son nom, son expression a semblé changer légèrement. Puis, la seconde suivante, pour une raison quelconque, elle s'est enfuie, juste au moment où je me disais que être mon sourire était trop bizarre et qu'elle ne l'avait pas aimé. À ce moment-là, Dolores est apparue derrière moi. J'ai tout vu, je ne m'en rendais pas compte parce que tu es si bourru. Mais en fait, tu es plutôt gentil. Le remède, elle m'a ensuite parlé de Perry. Le cœur de Perry avait été blessé auparavant. Alors elle l'a fermé. En conséquence, elle a développé une aphasie et a perdu sa voix au cours des 13 dernières années. Elle a rencontré d'innombrables bénévoles qui sont passés par ici. Au début, tout le monde l'approchait chaleureusement, mais après une journée, ils ont cessé de venir à cause de leurs emplois du temps chargés. Être qu'elle en a marre de s'attacher à quelqu'un si vite, pour ensuite pleurer son absence pendant longtemps. Pendant ce temps, quelqu'un est sorti du couloir et mes émotions ont immédiatement monté en flèche. Voyant Dolores continuer à bavarder, je lui ai rapidement couvert la bouche et me suis caché derrière un pilier de pierre dans le couloir. Au même moment, Kilty est arrivé avec un noble. Il parlait de dons et d'actes d'expiation. Il s'est avéré que ce noble voulait payer de l'argent pour racheter ses péchés. Il a dit qu'il n'y a pas si longtemps, il avait acheté un esclave barbare pendant le voyage de retour. Il y avait eu quelques frictions, alors il l'avait puni. En conséquence, il était accidentellement allé trop loin et avait tué le barbare. Esclave, alors il prévoyait de donner 1 milliard d'or pour se racheter auprès des dieux. Pendant ce temps, j'ai activé ma compétence silencieuse, et j'ai dissimulé ma présence. En regardant les gens qui traversaient le couloir, j'étais certain que l'homme à droite était le directeur de l'orphelinat et que l'odeur qu'il dégageait était celle d'un cadavre d'élite de l'académie. Mais Dolores ne savait pas pourquoi je lui couvrais la bouche. Elle a également reconnu les personnes qui passaient. Juste au moment où elle était sur le point de se libérer et de me questionner, l'un des subordonnés de Kilty nous a soudainement remarqués. Il a immédiatement froidement demandé : « Tu ferais mieux d'expliquer honnêtement ce que tu fais ici. » Je n'ai pas répondu parce que, à l'odeur de pourriture qui émanait de lui, je pouvais dire que c'était le même homme masqué que j'avais presque éliminé auparavant. Soudain, Kilty a interpellé Dolores : «
Je ne sais pas si la sainte n'aime pas écouter les conversations des gens, ou si se cacher derrière un pilier était juste son idée d'un rendez-vous agréable avec un camarade de classe. En entendant cela, Dolores est devenue si nerveuse qu'elle a été prise de sueur froide. Elle ne savait même pas comment s'expliquer, car le mot « écoute » correspondait clairement mieux à la situation. Puis Kilty s'est approché de moi. D'après les vêtements que tu portes, il semble que tu t'es porté volontaire pour venir travailler à mon orphelinat, mais n'oublie pas tes devoirs. Retourne t'occuper de ces orphelins abandonnés. Je ne sais pas si ce démon a des intérêts particuliers, mais il a même complimenté mon apparence, disant qu'il ne m'avait presque pas remarqué, parce que je portais des lunettes. Heureusement, Kilty n'a pas insisté davantage, et est parti avec son employeur. Quant à Dolores, elle était furieuse mais n'osait pas parler clairement. L'acte sacrilège s'était produit juste devant elle, mais elle ne pouvait pas arrêter le charme d'expiation de Kilty. Une fois qu'ils furent loin, Dolores se retourna et demanda « Pourquoi t'es-tu caché derrière le pilier avec moi tout à l'heure ?» Quant à la raison, elle ne la croirait probablement pas. Après tout, ce type avait infiltré le cercle intérieur des Quo Vadis, et il avait certainement assez confiance pour garder son identité cachée. Alors j'ai simplement dit « Je m'excuse si tu as été surprise par mes actions soudaines. Je ferai attention à partir de maintenant. » Après avoir dit cela, je me suis retournée et suis partie. À ce moment-là, Dolores était figée sur place. Elle sentait vaguement que j'étais extrêmement en colère, mais elle n'arrivait pas à comprendre exactement ce qui avait causé ma colère. Peu de temps après, j'en ai appris un peu plus sur Kilty. Il passe 2 heures par jour à l'orphelinat. Quant à son travail, il implique principalement des criminels, qui viennent lui payer de l'argent pour l'expiation. Ce qui m'a surpris, c'est que même les registres des ventes des charmes d'expiation étaient envoyés par Quilty au cardinal Humbert de la famille Quo Vadis. Se pourrait-il que même le père de Dolores soit tombé dans le malheur? Et le plus important, c'est que Kilty a 4 gardes du corps personnel, 3 hommes et une femme. Ils font des rotations de service tous les jours, le suivant partout. Étant donné que je sais que la force de l'homme masqué n'est pas très différente de la mienne et ne me surpasse pas, les 3 autres ne sont pas non plus des adversaires ordinaires. Donc, avant d'affronter Kilty de front, je dois éliminer ces 4 gardes du corps un par un, sinon, avec ma force actuelle, je serais incapable de résister à une attaque de plus de 3 d'entre eux. À ce moment-là, le tuteur et les autres m'ont trouvé. Ils ne s'attendaient pas à ce que je sois si absorbé par le lavage des vêtements. Alors qu'ils compatissaient avec moi pour avoir rattrapé des crédits, ils espéraient aussi que je ne me surmènerais pas, mais en voyant mon dévouement à aider les enfants, ils se sont sentis inspirés à travailler plus dur aussi. Tout le monde suivit Kir, mais ces 3 n'avaient aucune idée de mes intentions. L'endroit que j'ai choisi et les choses que je faisais me permettaient d'observer plus efficacement les mouvements de Kilty. Le temps a passé vite et un autre jour s'est écoulé. À ce moment-là, les enfants jouaient sur le terrain de jeu. Au même moment, j'ai remarqué que Perry était assise seule au loin, regardant les autres jouer. Alors je me suis approché tranquillement et me suis assis, jouant avec quelque chose qui ressemblait à une balle en caoutchouc dans mes mains. Bien sûr. Une caractéristique commune des enfants est leur curiosité intense. Mes actions ont réussi à capter l'attention de Perry, mais ce n'était pas un jouet. C'était un œuf non éclos de Madame Huitpattes, car les enfants des Balox jouent avec comme un ballon. J'en ai gardé un comme souvenir. En voyant l'expression de Perry à ce moment-là, j'ai su que le moment était venu. J'ai intentionnellement fait rebondir l'œuf dans ses mains. Perry a alors joyeusement commencé à jouer avec l'œuf. J'avais anticipé cette situation. Mais je ne m'attendais pas à ce que l'effet soit si remarquable. Soudain, Sinclair, qui était derrière moi, a crié « Vikir. Tu es aussi gentil que je l'imaginais, même si tu es assez bourru. » En entendant cela, je lui ai demandé ce qu'elle voulait. Bien sûr, je veux juste me rapprocher de Vikir. Quand elle a dit ça, je suis resté un peu sans voix. Puis Sinclair a demandé « Est-ce que ça te dérange si je parle plus familièrement? Tu fais ce que tu veux? Est-ce que ça veut dire que je peux t'appeler frère Vikir? À partir de maintenant. Après tout, j'ai 1 an de moins que toi. » Dès qu'elle a fini de parler, j'ai immédiatement refusé en disant non. Ces mots m'ont mis assez mal à l'aise. À ce moment-là, le ballon dans les mains de Perry a soudainement rebondi et s'est éloigné. Et il est tombé à travers un trou dans la clôture en fer, dans un fossé puant. En remarquant cela, Sinclair et moi nous sommes précipités, mais en voyant où il était tombé, Sinclair ne savait plus quoi faire. J'ai réconforté Perry, en disant « Ne t'inquiète pas pour le ballon, ce n'est pas grave. » Cependant, elle a commencé à pleurer anxieusement. Alors, pour la réconforter, j'ai commencé à enlever ma chemise, en disant que je n'avais pas d'autre choix. Pendant ce temps, Dolores était toujours contrariée par ce qui s'était passé. Elle n'avait pas une grande opinion de moi, croyant que j'étais trop prompte à juger les autres avec des préjugés.
De plus, à cause de mon comportement, j'avais perdu tellement de points que j'étais maintenant obligée de faire du bénévolat. Cependant, elle avait appris du tuteur et des autres qu'au cours des derniers jours, je ne m'étais pas reposée un seul instant, choisissant toujours d'aider les autres avant de m'occuper de mes propres affaires. Cela a fait réaliser à Dolores que son jugement sur moi était inexact et que c'était elle qui avait ses propres préjugés à mon sujet. Et comme beaucoup étaient conscients de la tension entre Kilty et elle croyait que j'étais prévenant. En me cachant avec elle, pensant que j'avais remarqué Kilty. Alors elle est venue me trouver pour s'excuser. À ce moment-là, j'avais déjà enlevé mes vêtements. En voyant cela, le visage de Sinclair est instantanément devenu rouge et quant à moi, sans hésitation, j'ai sauté dans le fossé. Au final, après avoir cherché dans le fossé puant, j'ai finalement trouvé l'œuf, mais je dois dire qu'avec mon sens aigu de l'odorat, ce fut une expérience assez pénible. Perry, tu n'as pas besoin d'être désolé. Regarde, je l'ai trouvé pour toi. Le temps a passé rapidement. C'était le dernier jour de notre bénévolat, auprès de l'orphelinat. À ce moment-là, le tuteur et les autres jouaient avec les enfants sur le terrain de jeu. Ils avaient l'impression que les 10 jours de bénévolat étaient passés trop vite, ayant toujours l'impression d'être arrivés hier. Pour célébrer ce dernier jour, ils ont décidé de jouer, jusqu'à épuiser toute leur énergie. Quant à moi, j'étais toujours assis à côté de Perry, regardant de loin. Contrairement à avant, elle ne m'évitait plus et son affection pour moi avait presque atteint son apogée. Pour cela, Perry a même fait une couronne de fleurs pour moi de ses propres mains. En voyant cela, j'ai pensé qu'elle me disait au revoir. Mais elle a agité ses mains pour le nier. Comme Perry ne pouvait pas parler, elle a commencé à écrire sur ma main. Elle a dit que c'était pour me remercier de ma compagnie au cours des derniers jours, en particulier pour le souvenir de moi risquant ma vie pour récupérer le ballon pour elle à la toute fin. Perry a pris une expression pitoyable, et elle a demandé si nous nous reverrions dans le futur. Cette question m'a rappelé ce que Dolores m'avait dit. Perry ne veut pas vraiment interagir avec les gens, et il y a une autre raison à cela, elle ne veut pas de compagnie à court terme. Mais dans cette capitale impériale remplie de démons, chaque chasse me préparait à la possibilité d'une mort instantanée. Donc je ne peux pas promettre que je reviendrai. Au moment où j'hésitais à donner ou non une réponse définitive, l'humeur de Perry avait déjà commencé à baisser lentement. Nous nous reverrons, Perry, je promets de venir ici s'il y a un lendemain pour moi. En entendant la réponse qu'elle voulait, Perry a souri brillamment, puis a recommencé à gesticuler sur ma main. Je t'attendrai, grand frère. Ensuite, notre groupe s'est rendu dans la grande salle de l'orphelinat. À ce moment-là, Kilty nous faisait un discours alors que nous étions sur le point de nous séparer. Bien que ces 10 jours aient été courts, pour les enfants qui ont perdu leurs parents, c'est incommensurable. En vous rencontrant tous, les enfants ont pu à nouveau faire l'expérience de la beauté apportée par l'amour familial. Et cela aide à combler le vide dans leur cœur. À l'avenir, si l'un de ces enfants réalise de grandes choses, ce sera grâce à vous. Alors que le discours touchait à sa fin, Kilty a demandé à son subordonné d'apporter une boîte à mérite. Il espérait que toutes les personnes présentes pourraient contribuer de leur humble force. Pour cela, je me sens absolument dégoûtée. Il parle de gentillesse avec cette bouche démoniaque, déclenchant habilement le sentiment de respect et de dette qu'ils ressentent envers leurs parents et demandant de l'argent. Des dons de ces jeunes étudiants. À ce moment-là, j'ai remarqué que les 4 gardes de Kilty étaient présents. Ce qui représentait sans aucun doute une menace pour mon plan, mais je ne pouvais absolument pas permettre à cette personne de continuer à être arrogante et dominatrice. Mon plan doit se dérouler comme eux prévu maintenant, les gens. Les gens dans la foule ont commencé à faire la queue pour donner de l'argent, et mon comportement inhabituel a attiré l'attention de Sinclair. Elle m'a demandé pourquoi je ne me joignais pas aux autres. En réponse, j'ai dit brutalement que je n'avais pas d'argent. Sinclair a pensé que ma réponse semblait un peu insensible, alors j'ai répondu à nouveau. Ce monde exige que l'on compte sur sa propre force pour survivre. Les parents ne sont nécessaires que pendant l'enfance. Mais avant que je puisse terminer ma phrase, Sinclair a soudainement saisi ma main. On dirait que tu as beaucoup de passés douloureux. Mais ce n'est pas grave, chaque fois qu'il y a des vacances ou une pause, tu peux venir chez moi pour traîner et manger avec moi et ma famille. Dès qu'elle a fini de parler, elle s'est immédiatement retournée et s'est enfuie, me laissant complètement perplexe quant à ce qui se passait dans sa tête. Quelle personne étrange, mais ce à quoi je dois vraiment penser, c'est QI est exactement Sinclair. Avant que je ne régresse, elle était la plus extraordinaire du noyau de glace. Et a toujours terminé première en théorie et en pratique pendant 4 années de suite, mais elle a disparu après l'obtention de son diplôme. Et ne s'est plus jamais montrée après ça. Nous sommes arrivés aux adieux finaux avec les enfants. Le tuteur et les autres ont prononcé les mots qu'ils gardaient à l'intérieur, promettant de venir rendre visite aux enfants souvent. Mais étrangement, pourquoi Perry ne s'était-il pas présenté ? Puis j'ai trouvé Dolores Senior. J'ai une question.
Avez-vous vu Perry? En entendant cela, Dolores a immédiatement commencé à regarder autour d'elle. Elle se souvenait vaguement avoir vu Perry plus tôt, quand elle est allée aux toilettes. À ce moment-là, mon cœur a instantanément fait un bond. Se pourrait-il que Kilty ait pris Perry? Comment ose-t-il agir si imprudemment devant moi, pensant que juste parce qu'il a 4 laquais, je ne peux rien lui faire? La scène change et il est maintenant tard dans la nuit, alors que tout le monde dort profondément. J'ai mis ma tenue de chien de nuit et me suis caché dans l'obscurité de l'orphelinat. Au même moment, les 4 subordonnés du démon semblaient agir selon un plan. Chacun d'eux a pris une position différente et a commencé à se déplacer dans des directions séparées. Ceci, à son tour, m'a donné la chance de les abattre un par un. À ce moment-là, j'ai suivi l'homme masqué. Sentant quelque chose derrière lui, il s'est rapidement retourné, mais n'a rien vu. Mais quand il s'est retourné, je suis apparu devant lui et j'ai demandé « Où sont les enfants cuissons? Enfermés dans le but d'être la nourriture du démon ?» L'homme masqué n'a pas répondu, mais a immédiatement saisi son marteau et l'a balancé violemment sur moi. Voyant qu'il ne voulait pas coopérer, j'ai rapidement séparé sa tête de son corps. Puisque tu ne veux pas parler, je ne vais pas perdre plus de temps à jouer avec toi.